Jacques, tu vas bien? François, ça va? Oui, très bien, merci. Eh ben, très bien. Allez, c'est parti. Bon, et bien aujourd'hui, on se retrouve du coup avec Jacques Dallest, qui est du coup ancien juge d'instruction, procureur de la République, procureur général, Ouais. et bon, maintenant magistrat honoraire. Il vient d'écrire un Donc, livre. has-been. Ah bah non, bah non. Au contraire, tu vas pas nous raconter des belles histoires. Sinon, Oui. tu n'aurais pas pu. Voilà, les histoires racontées. Je raconte des histoires maintenant. Des histoires vécues quand même. Oui, oui, des histoires vraies. Des histoires vraies. Dans C'est un mieux. monde où on raconte plein de bêtises et de tout, la réalité dépasse la fiction. Ah bah ça, on va le voir, ouais. Du coup, tu m'as envoyé un joli livre qui s'appelle du coup Sur le chemin du crime, Ouais. des éditions Mareuil. C'est pas le premier, pas le dernier. Ouais, je peut-être. Donc du coup, voilà, on mettra le lien en bio pour ceux qui veulent le commander suite à l'interview qui vous allez voir, va être plutôt sympathique. Voilà. Eh ben écoute, Jacques, on va te laisser te présenter Merci en quelques mots. Ouais, merci de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Merci à Jacques toi. Dallest. Je suis en retraite depuis 3 ans. Ouais. C'est ça que le titre, c'est de magistrat honoraire. J'étais, comme tu l'as dit, juge d'instruction pendant 10 ans, notamment à Lyon, où j'ai fait 7 ans. J'ai été procureur de la République dans 4 villes différentes, en particulier en Corse, à Ajaccio et à Marseille, Ok. des villes où il se passe pas mal de choses. Et j'ai terminé comme procureur général à Grenoble. J'étais également en poste en région Rhône-Alpes, Roanne, Bourg-en-Bresse, Chambéry. J'ai été en poste à Bordeaux, donc j'ai un peu bourlingué. Et maintenant, je suis à mon compte, je suis auto-entrepreneur, je suis consultant judiciaire. Ouais. Je suis dans le privé après avoir été dans le public pendant longtemps. Ok. Et je dirige une collection chez l'éditeur, la Mareuil, et je fais écrire des gens qui peuvent parler d'affaires de justice, d'affaires de criminalité. Et c'est plutôt sympa. Voilà. L'idée, c'est de faire connaître à mes concitoyens, aux gens, un peu les réalités du monde de la justice. On a beaucoup de gens qui sont passionnés par les polars et toutes les séries, mais finalement, ils ne connaissent pas trop comment le fonctionnement de tout ça. Et c'est ce que j'essaye de faire en intervenant dans des émissions diverses et variées, en faisant des conférences, et puis Ok. en faisant écrire des auteurs. Voilà. Très bien. Si, alors, on va dire qu'on va partir du principe que les internautes qui vont écouter ou regarder en tout cas la vidéo connaissent pas spécialement. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je connais pas plus que ça, en tout cas, le milieu de la police-justice. Ouais. Est-ce que déjà, tu pourrais nous faire un petit topo sur qu'est-ce qu'un juge d'instruction, un juge général, un juge d'instruction, un procureur général, un procureur de la République? Ouais. Et tu sais, la justice, c'est un peu comme l'hôpital. On s'intéresse à l'hôpital le jour où on est concerné. Sinon, on ne s'y intéresse pas plus que ça. La justice, tant que tu n'es pas concerné, et tu peux être dans toute ta vie ne jamais avoir affaire à la justice, le jour où ça t'arrive, toi ou un de tes proches, là tu découvres ce milieu un peu inquiétant, compliqué, qui fait peur un peu, les palais de justice, les procureurs, tout ça. Et il y a une part de réalité dans ce métier, mais et c'est assez compliqué puisqu'il y a des différentes procédures et tout, puis la loi elle change beaucoup. En fait, les juges, ce qu'on appelle les juges, ce sont le meilleur titre, c'est magistrat. Ok. Il y a les juges du siège, ceux qui jugent, et puis les magistrats du parquet, ceux qui sont debout lorsqu'ils prennent la parole, et c'est ceux qui poursuivent en matière pénale. Ok, d'accord. Après, il y a des juges civils et des juges qui s'occupent d'affaires pénales. Ceux qui intéressent le plus, c'est les juges qui s'occupent d'affaires criminelles, d'affaires pénales. Mais il y a les juges qui s'occupent de divorce, les juges des enfants, les juges des affaires matrimoniales. Bref, il y a différents métiers. Et donc, le juge, il instruit des dossiers ou il les juge. Le procureur, lui, il n'instruit pas, il ne juge pas, mais il poursuit. C'est celui qui accuse quelqu'un. Si tu frappes ta femme, qu'elle dépose plainte, tu peux être convoqué à la police ou à la gendarmerie et on peut te placer en garde à vue et t'interroger sur ce qu'on appelle des violences conjugales. Et finalement, l'enquêteur, il appellera le procureur ou un de ses substituts. Substituts, c'est les adjoints du procureur. Il lui demandera ce qu'il doit faire de toi. Et en fonction de la gravité de l'affaire, le procureur dira aux enquêteurs, vous me l'amenez.
il sera déféré, comme on dit, ou vous le remettez en liberté, je le convoquerai plus tard, ou vous lui donnez une date d'audience pour être jugé. Enfin voilà, le procureur, c'est un peu comme un urgentiste dans un hôpital, c'est un peu une plaque tournante. C'est à lui que rendent compte les policiers et les gendarmes de tous les crimes et délits qui se produisent dans la circonscription. Et c'est le procureur qui décide des suites. Ok. Soit il classe l'affaire, soit il te poursuit devant un tribunal, il saisit un juge d'instruction si l'affaire est compliquée, etc. Il y a d'autres activités chez le procureur, mais moins connues, qui ont une importance, mais les plus connues, c'est les attributions en matière pénale. D'accord. Et le procureur général? Procureur général, souvent il a été procureur de la République avant, c'est un peu des postes de fin de carrière, c'est le supérieur hiérarchique des procureurs dans une cour d'appel. Ah oui, Tu veux, en France, il y a 164 tribunaux judiciaires et les tribunaux sont regroupés en cours d'appel. Il y a 36 cours d'appel. Exemple, Lyon, il y a une cour d'appel à Lyon qui couvre 3 départements, la Loire, où il y a 2 tribunaux, Roanne et Saint-Étienne, l'Ain, où il y a le tribunal de Bourg-en-Bresse, et le Rhône, où il y a Villefranche-sur-Saône et Lyon. Donc ça fait 5 tribunaux. À la tête de chacun de ces tribunaux, il y a un procureur de la République, et leur chef, entre guillemets, enfin le supérieur hiérarchique, c'est le procureur général. Voilà. D'accord. Mais le procureur général, il ne peut pas donner des instructions au procureur, hein, c'est lui qui les note au niveau hiérarchique, etc. Les procureurs sont assez libres, mais ils ont un supérieur hiérarchique qui est le procureur général. Et au-dessus, il y a le ministre de la Justice, qui a des fonctions politiques, mais qui aussi a des fonctions... Ministre de la Justice, on est d'accord là on en avait un, le ministre de la Justice actuellement, alors je m'en rappelle plus. Darmanin, oui, et avant c'était celui avec qui tu avais eu des affaires. Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, voilà. Ouais. J'étais en train de chercher le mot. Ok. Oui, alors voilà, il y a une organisation, bon, c'est toujours un petit peu compliqué à saisir qui fait quoi, mais celui qui accuse, il ne peut pas juger. C'est un grand principe. Si tu accuses, tu ne peux pas juger. Il faut que celui qui juge soit impartial. Le procureur, lui, il exerce des poursuites. Donc, et c'est lui qui est associé au processus tout au long de l'évolution de l'affaire, qui peut durer des années, hein, si l'affaire est compliquée, si l'affaire est grave. Si demain, je tue quelqu'un dans la rue, là, je me fais choper par la police, je suis emmené à la police. Il y a un OPJ, ils appellent l'OPJ, souvent ils disent on appelle l'OPJ, et qui va nous donner la démarche à suivre. Donc en fait, toi tu étais au-dessus de l'OPJ, enfin je veux dire, c'était comment? C'est séparé. Le ministère de l'Intérieur, il gère les policiers et les gendarmes, le ministère de la Justice, il gère les magistrats. Donc en fait, si tu es arrêté dans la rue, je sais pas, tu te casses une voiture, tu fais une connerie. Tu vas être arrêté par un agent de police judiciaire, un policier de base, on va dire. D'accord. Un gars de la BAC et tout. Ouais. Et une fois qu'il t'interpelle, il rendra compte à l'officier de police judiciaire, qui est un autre policier, qui est lieutenant, capitaine ou commandant de police, qui a une habilitation pour te placer en garde à vue. Il n'y a que lui qui peut le faire, faire des actes judiciaires, perquisitions et tout. Donc l'OPJ, c'est à lui que rendent compte les agents qui t'auront interpellé. Parce que quand tu es officier de police judiciaire, tu as des pouvoirs qu'on appelle coercitifs. Tu peux placer quelqu'un en garde à vue, donc le priver de liberté, faire une perquisition. Donc il y a une réglementation et il faut être habilité. Et c'est le procureur qui habilite l'officier de police judiciaire. Tout le monde n'est pas officier de police judiciaire. Il faut passer un examen, etc. Oui, j'imagine que c'est avoir pas comme un certain grade. Et tout ça, c'est la loi, c'est le code de procédure pénale qui fixe les pouvoirs de l'un et de l'autre. Et on doit les respecter parce que si tu ne les respectes pas, tu peux commettre un vice de procédure qui fait que l'affaire peut être annulée, etc. Tout ça, c'est lié à la liberté des gens, à la vie des gens. D'accord. Donc c'est assez normal que ce soit réglementé. Et c'est finalement les députés et les sénateurs, c'est eux qui font la loi, qui peuvent changer les règles. Ok. Donc garde à vue, si tu tues ta femme ou tu exerces des violences, c'est 48 heures maximum. D'accord. Garde à vue pour une affaire ordinaire. On ne peut pas faire 96 heures. J'avais déjà vu des. Si, pour des affaires de trafic de drogue, des affaires de grand banditisme, 4 jours de garde à vue. Ça peut même aller à 6 jours pour des affaires de terrorisme. Mais la garde à vue ordinaire, c'est 2 jours. C'est 2 jours, c'est 48 heures, ok. Au maximum, tu peux faire que 3 heures de garde à vue, 10 heures de garde à vue, oui, 30 heures de garde à vue. Et tu as des droits.
Tu peux avoir un avocat, Avocat, tu peux comme- être vu par un médecin, prévenir un membre de ta famille, tout ça est réglementé. C'est une mesure de privation de liberté à la police ou à la gendarmerie. D'accord, ok. Et c'est le procureur à qui on rendra compte, et c'est lui qui décidera de ton sort. Est-ce que vous le remettez en liberté ou vous me l'amenez? On appelle ça un déferment. Et tu peux arriver avec les menottes aux mains au palais de justice. Et tous les jours à Lyon, il y a des gens qui sont conduits au palais de justice, par Dieu, au tribunal, pour être jugés en comparution immédiate. Ils ont commis des délits assez simples et relativement graves. Et on va s'approcher de la fosse aux ours là d'ailleurs. D'accord. Tu vois, donc tout ça, on le comprend mieux le jour où on est concerné. Bien sûr. Et si tu as un avocat, il t'explique ça, les règles, elles sont quand même c'est très codifié, parce que je te dis, ça touche à la liberté des gens, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Hein. Non, c'est sûr. Et si tu respectes pas la loi, ça peut... Il y a un vice de procédure, un vice de forme. Exactement. Plus sur l'actualité, est-ce que toi tu penses aujourd'hui, Jacques, que le président, un ancien président de la République comme Sarkozy, du coup, soit allé en prison? Bon, là, il a fait la détention provisoire. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est quand même normal pour une affaire où, du coup, on sait les finances, on ne sait pas trop ce qu'il en est? Est-ce que tu penses que c'est normal qu'il ait été emprisonné? Est-ce que ça donne pas un peu un signe? Il va être jugé bientôt, l'année prochaine en appel. Donc on verra ce que décidera la cour d'appel. Hein. Elle a plusieurs options. Soit elle confirme la décision du premier jugement, soit elle l'aggrave, soit il est relaxé. Voilà. Donc on verra. Et ce qui lui est reproché sont des faits graves, et objectivement graves. Lui s'en défend, il dit qu'il est innocent, donc on verra ce qui se décide. Et pour l'instant, son sort n'est pas définitif. Hein. Bien sûr. Imagine que la cour d'appel le relaxe, c'est-à-dire considère qu'il n'est pas coupable. Ouais. Eh ben, il dira qu'il a fait de la détention provisoire inutile. Il demandera sans doute réparation, on verra. Et on ne peut pas pour l'instant apporter un jugement dans la mesure où il n'est pas rejugé. Et il est toujours présumé innocent. D'accord. La plupart du temps, dans ces affaires-là, le prévenu fait appel. Tu remarqueras, toutes les affaires qui mettent en cause des hommes politiques, des hommes d'affaires, il y a toujours un appel. Et il arrive qu'en appel, la décision soit différente de celle du premier juge. Ça peut arriver. Mais en fait, c'est juste pour lui, on va dire, pour lui montrer un peu l'exemple qu'ils l'ont mis en prison, parce qu'il est resté que 3 semaines. C'était vraiment pour dire Non, c'est même pour pas l'image. C'est même pas ça. C'est que les juges ont considéré que les critères de la détention provisoire, puisqu'encore une fois, pouvaient s'appliquer le concernant, et notamment en mettant en avant la gravité des faits, ce genre de choses. Voilà. Après, tout ça peut être interprété dans un sens ou dans un autre. Hein. Ouais, bien sûr. Là, sa prison, il purgeait pas une peine, il était simplement en détention provisoire. Encore une fois, et il peut très bien, après être rejugé, avoir à retourner en prison, s'il est condamné en appel. Cette fois pour purger une peine, tu comprends? Parce que si tu es condamné une première fois en justice, si tu fais appel, tu es toujours présumé innocent. Même si tu restes en prison, tu es toujours présumé innocent. Tu n'es plus présumé innocent une fois que ta condamnation est définitive. C'est-à-dire une fois que c'est jugé, c'est purgé. Même si tu dis que tu es innocent, juridiquement, tu ne l'es plus. Mais tant que tu n'es pas jugé définitivement, et ça peut prendre des années, voilà, donc c'est toujours très long, ces affaires. Et donc là, on est sur des affaires très, très sensibles parce qu'ils ça met en cause des hommes politiques. Donc tu as toujours les pour et les contre. Après, Kadhafi, lui, il est mort. Donc, Oui, alors voilà, ces histoires d'argent, on parle de corruption, on parle d'argent lié au terrorisme, donc c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple, non, c'est sûr. D'évoquer ça, nous, on a poursuivi des hommes politiques à Marseille, par exemple, qui ont été condamnés dans différentes affaires. Tu remarqueras d'ailleurs que dans ce type d'affaires, les prévenus ne reconnaissent jamais les faits. Jamais tu auras le type qui dit « Ah oui, j'ai commis une erreur, j'ai fait une faute. » Non, c'est pas vrai, c'est un acharnement, j'ai rien fait. C'est jamais reconnu. C'est le seul domaine, mais tous, hein, de droite comme de gauche. Aucun homme politique ou après, c'est la fin de ça. Mais après, s'il reconnaît, c'est la fin c'est la fin de son règne. C'est difficile, c'est difficile, mais ils ont tous fait ça. Hein.
Ouais, bien En sûr. général, on entend toujours je suis victime d'un complot, d'un acharnement judiciaire. On Ah oui, me- comme on- Bardella, tous, comment elle s'appelle? Le Pen. mais Le tous, Pen qui avait dit ça, ouais, à droite et à avec gauche. Bardella. Je te dis, donc à un moment, les juges, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font qu'appliquer la loi de la République. Et la loi, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas les juges, ce sont les hommes politiques. Bien sûr. Le pouvoir exécutif, les députés, les sénateurs, c'est eux qui font la loi. Les juges ne font qu'appliquer la loi que eux votent. Et ce que je dis toujours, si à un moment on trouve que la justice fait mal son travail, il faut changer la loi. Mais c'est pas aux juges de changer la loi, ils n'ont pas ce pouvoir, c'est aux hommes politiques de dire, tiens, demain on change les règles. Et là, les juges sont obligés d'accepter ça. Bien sûr. Moi j'ai habité rue de Marseille. Ah oui. J'avais quand j'étais étudiant, tu sais, le bas de la rue de Marseille et donc ce qu'on appelait la place du Pont, c'était un lieu de shit, trafic de shit. Et j'en ai arrêté des dealers, des revendeurs dans ce coin-là. Ouais. On en faisait tomber une équipe, il y en a une autre qui prenait la relève. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a toujours un business dans le secteur. Hein. Il y a toujours un plan shit dans le coin. Ah ouais. Et pourtant, ça a été réaménagé. Hein. Les immeubles ont été. Et puis, je crois qu'il y a toujours du trafic. C'était là qu'ils étaient là, les mecs. Dans les petites rues. Dans les petites rues, il y avait tout un réseau. J'avais dû mettre au moins 20 mecs en prison. Ah ouais. Trafic de shit. Et à l'époque, il y avait aussi un trafic d'héroïne. L'héroïne a un peu disparu. C'est une drogue dangereuse. Les gens étaient Je sais camés et bien, tout. ouais, bien sûr. Moi, j'avais des gens qui étaient ils dépensaient tout leur fric en héroïne. Ils s'injectaient. Enfin, c'était terrible. Il y a eu des overdoses et tout. Et aujourd'hui, c'est la cocaïne qui a pris le dessus, quoi. Et dans ce secteur-là, j'avais plein de dealers. Ah ouais. Et j'avais toute une équipe. Il y avait le chef, les revendeurs. Et c'était il y a 30 ans. Hein. C'est pas récent. Hein. C'était il y a 30 ans. Hein. C'est pour ça, quand on dit, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes nouveaux de narcotrafic. Je peux te dire que depuis très longtemps. Ouais, depuis très longtemps, ça existe. C'était d'ailleurs une question que je voulais te poser, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a plus de trafic, plus de meurtres, plus de violence qu'à l'époque? Ou c'est parce que du coup, c'est plus médiatisé? Alors, dans les années 90, il y avait beaucoup de crimes de sang. Il y avait même plus de crimes de sang. Je crois qu'en 95, il y avait à peu près 1400, 1500 meurtres chaque année. À cette époque, aujourd'hui, c'est à peu près 1000. Donc, il y avait beaucoup de crimes. Il y avait des règlements de compte aussi. Mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la médiatisation qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, par contre, il n'y a pas forcément plus de meurtres, mais il y a beaucoup de violences physiques, de rue, de domicile. Aujourd'hui, il y a une médiatisation tous azimuts, hein, les chaînes d'infos continues, Internet, les réseaux sociaux, donc tout est amplifié, évidemment. Il n'y a pas plus de meurtres aujourd'hui que dans les années 90. D'accord. C'est les statistiques qui le montrent. En revanche, il y a beaucoup de violence, de rue, d'agressivité, de tension, sans doute plus qu'avant, avec aussi le fait que les victimes le signalent plus qu'avant. Regarde les histoires de violence conjugale, maintenant on demande aux victimes de le signaler, de déposer plainte. Pendant longtemps, elles ne le disaient pas. Même chose sur les abus sexuels, la violence sexuelle. Il y a des gens qui souffraient sans rien dire. Aujourd'hui, les gens parlent plus, et tant mieux. Donc c'est toujours difficile de savoir si un phénomène est en augmentation parce qu'il y a plus de faits ou parce que les victimes se signalent plus. Effectivement, ouais. Tu comprends ? Ouais, je comprends. C'est... aujourd'hui, tu as des femmes qui disent on m'a violé il y a 40 ans. Quoi. Bien sûr. Donc, c'est des faits anciens, mais révélés aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on le voit dans l'actualité. Il y a une tension, il y a une agressivité. Les gens ça peut vite partir en live. Et c'est difficile de quantifier ça. Et puis il y a des affaires qui sont extrêmement mises en avant, quoi. Une agression. Et puis en plus, il y a un phénomène nouveau, c'est que maintenant c'est filmé. Il y a toujours un gars avec son smartphone qui, depuis un balcon, une rue, va filmer. Et donc ça matérialise quelque chose dont on n'aurait peut-être pas parlé. Même si on prend en considération qu'effectivement, par exemple, le shit à Marseille, mais du coup, fait quand même beaucoup de meurtres tous les ans. Alors voilà. Mais c'est contrebalancé par rapport aux voyous qu'il y avait à l'époque et qui se tiraient dessus, non? Il y a 30 ans, les règlements de compte ou plus, ça touchait des gens du banditisme. Francis le Belge, c'était un peu à toute cette époque-là. Il y a eu des règlements de compte à Lyon et tout ça, j'ai connu. Aujourd'hui, il y a eu un rajeunissement. Maintenant, dans le narcotrafic, ça touche des jeunes de cité qui peuvent avoir 20 ans, 25 ans. Et on s'entretue, même plus jeunes. Et il y a tellement d'argent et que dans ce milieu-là, il faut intimider, éliminer l'autre, montrer qu'on est là. Donc, ça se fait
à coup de calibre, à coup de Kalachnikov. Kalachnikov ou autre. Il n'y avait pas ça il y a 30 ou 40 ans. Donc aujourd'hui, tu as un rajeunissement à la fois des auteurs de Ouais. flingage, mais aussi des victimes. J'ai connu ça à Marseille en 2010, où un jeune de 16 ans et un gamin de 11 ans, un jeune de 16 ans a été tué lors d'un règlement de compte, et un jeune de 11 ans a été grièvement blessé. Tu vois, c'était en 2010, 15 ans, il y a 15 ans. Ah Donc ouais. déjà à l'époque, aujourd'hui le fait nouveau, c'est qu'on a des auteurs d'assassinats qui sont jeunes, des mineurs. Ça, on n'aurait pas vu ça il y a 30 ou 40 ans, ou de façon très exceptionnelle, si tu veux. Pourquoi ? Parce que c'est les réseaux. Les gens, ils ont leur téléphone, ils se mettent en scène, ils se filment, ils font les malins, Ah ouais, c'est dingue. ils mélangent le virtuel et le réel, ils vont sur des jeux vidéo. Enfin, Ouais, ça, il joue à des jeunes GTA ou Call of. écervelés qui ne se rendent pas compte que la vie humaine, et que pour un peu d'argent, bah, ils peuvent te faire un contrat, tuer quelqu'un. T'as déjà rencontré lors d'interrogatoires des jeunes qui t'auraient dit bah écoutez, nous on l'a tué pour 10 000 euros ou... Non, moi j'en ai pas rencontré. À mon époque, il n'y en avait pas. J'allais assez souvent dans une prison pour mineurs à Marseille. Ouais, Alors, il n'y avait pas de jeunes tueurs comme ça, d'accord. mais j'avais des jeunes délinquants qui étaient dans le vol et autres, qui me disaient qu'ils étaient... eux, ils aimaient bien l'adrénaline. C'est un mot qu'ils connaissaient bien. L'adrénaline, Ah ouais. l'excitation. Et j'ai bien vu que certains étaient prêts à tout, si tu veux. Et qu'aujourd'hui, tu as des gamins, je te dis, tuer quelqu'un, ça leur fait ni chaud ni froid. Alors, il ne faut pas non plus généraliser. Bien sûr. Ça reste exceptionnel. Mais des jeunes déstructurés, qui ont quelquefois des problèmes de famille, qui veulent gagner de l'argent facilement, qui sont un peu indifférents à la vie des autres, quoi. C'est encore une fois marginal. Bien Faut sûr. pas imaginer. On n'est Ah pas, bah oui, on n'est pas en Colombie, oui, au ou au Mexique, Mexique. ou dans des pays, heureusement. Ouais. Mais on a cette facilité de passer à l'acte qu'il y avait moins avant, et qui interroge sur notre société, sur l'agressivité, cette violence. Puis c'est pas des jeunes forcément malades mentaux, c'est des gens Oui, oui. indifférents Oui, aux autres, Ouais. flingués. Ils se valorisent comme ça, de cette manière. Ils se mettent ils deviennent un peu en costauds. Ouais. Ils deviennent moi je peux tuer. Enfin, ça leur donne une image. Une stricte crédibilité. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, on adore parader. Regarde les influenceurs. Il faut montrer qu'on fait quelque chose, qu'on réussit, qu'on inspire le respect, tu vois. Ouais. Et on le fait par les réseaux aujourd'hui. J'ai tant de milliers de followers et moi je suis quelqu'un d'important. C'est un peu ça, cette période où on fait passer des trucs par des actes complètement fous. Mais il y a des fois, on voit des jeunes qui font les cons en se jetant à l'eau d'une falaise et tout. Il faut se mettre en scène. Il faut se mettre en scène. Dans des trucs sportifs un peu fous. On risque de perdre la vie d'ailleurs, monter sur un train. Oui, ou sur les buildings, tu sais, les mecs qui se lâchent. Et malheureusement, pour certains, c'est aussi carrément de montrer qu'on est capable de tuer, quoi, en fait. Oh là là, oui. Sans trop d'état d'âme, et ça fait peur, quoi. Ouais, c'est clair. Et parallèlement, tu peux tomber sur des jeunes qui ont des problèmes de délinquance, mais qui sont pas mal, quoi. Moi, j'en ai rencontré. Oui, bien sûr. Alors, ils ont eu des problèmes de famille, souvent, et autres. Mais il y en a qui ont du potentiel. Il y en a qui auraient pu faire de grands sportifs. J'en ai des gens qui avaient... Je leur dis, tu vas peut-être pas rester toute ta vie délinquant, quoi. Il y en a qui te disent, moi j'ai fait un choix, je veux gagner des sous facilement. Et d'autres, non, je voudrais me marier, je voudrais avoir des gosses, je veux me stabiliser, quoi. C'est sûr. Après, c'est toujours une petite partie après qui eux font des larcins ou des délinquants. C'est quand souvent on est comme jeune, ça. on aime bien s'affranchir des règles. Bien sûr. Donc, si en plus il y a des problèmes de famille, d'éducation, d'école, de boulot, c'est vite fait d'aller dans un groupe, dans un gang, dans une bande des gens d'individus. qui t'accueillent à bras ouverts. Et puis on montre que c'est viril, et puis tu peux avoir de l'argent facile, quoi. Ouais. Sans trop d'efforts, tu peux gagner du cash. Et ça explique pourquoi il y a plein de jeunes qui font les guetteurs, les choufs, les charbonneurs dans des plans, et tu as une main-d'œuvre abondante. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de boulot par ailleurs, ou qui ne veulent pas travailler 39 heures par semaine pour le SMIC, quoi. Oui, ça ne les intéresse pas spécialement. Donc, ils peuvent gagner en 3-4 jours ou en quelques jours ce qui l'équivalent d'un mois,
C'est tout le problème. Sur un 35 heures, ouais, bien sûr. Et tu as du mal à expliquer que c'est une voie sans issue, que même si la grande majorité te dit qu'ils veulent. Moi, m'ont dit qu'ils ne voulaient pas rester délinquants, qu'ils voulaient un jour. Oui, rentrer Il y dans en a qui feront le choix d'être criminels, délinquants, bien sûr, mais finalement, ce n'est pas la majorité. Ils ont tous des projets un peu de ce. Et quelquefois, quand ils ont une copine, et encore mieux quand ils ont un gosse, ça leur met un peu de plomb dans la tête. Ouais. Je mets des guillemets à plomb. Disent, là, il faut peut-être que je fasse moins de cons. C'est ce qui aide. Ouais. Prenant un peu d'âge et surtout avoir des responsabilités. Pourquoi ? Parce que quand ils ont une copine et un gosse, ça les valorise aussi. Tiens, ils disent, je peux faire quelque chose. Parce que Bien souvent, on les traitait de bons à rien, de pas bons à l'école et tout. Donc, aucune estime d'eux-mêmes. Ouais. Donc, évidemment, pas d'estime pour les autres. À partir du moment, effectivement, où ils ont des responsabilités à la maison, Oui. du coup, ça leur permet de... Voilà. C'est ça, c'est comme avoir un job où ça te donne des responsabilités, avoir une activité sportive, Oui. tu as des règles à respecter. Voilà, c'est des jeunes qui ont besoin à un moment, comme beaucoup de gens, de cadre. Bien sûr. Pour dire, et ça donne une autorité. Regarde l'intérêt des jeunes aujourd'hui, même des jeunes de quartiers difficiles, pour les métiers avec des uniformes. L'armée attire du monde, la police attire du monde. Ouais. C'est le fameux prestige de l'uniforme. Ça leur donne, ça te met en avant. Ouais, bien sûr, ça te met en avant. Ouais, tu dis, on me respecte, j'ai une autorité. Voilà, je clair. peux faire quelque chose. Regarde la Légion étrangère. J'étais à Marseille, il y a Aubagne, il y a le siège de la Légion, le nombre de gens du monde entier qui veulent s'engager à la Légion. Souvent, c'est des jeunes qui ont eu des gros problèmes dans leur pays, souvent de délinquance, et qui ont envie d'aller à la Légion, qui est dur, parce que la Légion, la discipline, c'est costaud. Eh ben, ils sont très contents. Le port du képi, ils sont dans un corps, et ça leur donne une dignité bien sûr. Qui fait que. Et je me souviens que j'avais discuté avec un gars qui venait d'ex-Yougoslavie, je crois qu'il était serbe. Et il a dit, moi j'étais délinquant quand j'étais jeune, je suis rentré jeune dans la Légion. Et ce gars-là, il avait 50 ans, ça faisait 30 ans qu'il était dans la Légion, il était devenu commandant, il était officier, alors qu'il était parti à la base. Ouais, il m'a dit, moi la Légion, grâce à ça, je me suis marié, j'ai fait une famille, j'ai pris la nationalité française, ça l'a sauvé. Ouais. Il est parti en bas de l'échelle, il est devenu officier. Et bien, c'était beau quand même. C'est beau, c'est super beau. J'étais donc juge d'instruction à Lyon. Ouais. Je suis resté 7 ans. Et on me saisit d'un dossier. Le procureur ouvre une instruction et me donne le dossier d'un type accusé d'avoir mis une bombe artisanale dans la voiture de son ex-femme. En fait, ils étaient divorcés. Il avait été condamné déjà 2 fois pour des violences sur cette femme. Et cette femme, en même temps, elle va au marché un dimanche, elle gare sa bagnole et quand elle reprend son véhicule, elle fait 10 mètres et il y a une explosion. En fait, le type avait installé une charge d'explosif sous le siège conducteur, fait d'une gourde avec de la poudre de chasse, reliée avec un fil électrique à la batterie. Et quand elle a débrayé, ça fait mis contact et elle a été blastée, c'est-à-dire qu'elle est morte d'un effet de souffle dans la voiture. Et s'il y avait eu un passager, il serait mort aussi. Donc c'était un truc artisanal qui n'empêche à causer la mort de cette femme. Et lui n'a jamais reconnu les faits. Il dit non, c'est pas moi. Cette femme, c'est une femme modeste. Je crois qu'elle était femme de ménage. Bon, c'est pas une affaire de terrorisme et tout. Ouais, bien sûr. Le type a jamais voulu en démordre. Et j'ai fait une instruction serrée qui m'a beaucoup intéressé, où il a fallu que je rassemble des éléments contre lui. Alors, à charge et à décharge, éventuellement. Et on a démontré que le gars était artisan dans le bâtiment, qu'il avait fait des chantiers où il avait pu récupérer des éléments qui ont servi à faire la bombe. Il avait mis des tiges filetées, je me souviens, pour bloquer la gourde sous le siège. Bref, et comme par hasard, il travaillait sur des chantiers où il y avait ce genre de choses. D'accord. On a retrouvé chez lui, je me souviens, un extrait du Progrès, édition locale où il habitait, et on avait retrouvé dans les restes un peu brûlés de la bombe, de la bourre, ce qui était aussi un extrait de journal. Enfin, bref, il y avait ce qu'on appelle un faisceau d'indices, plusieurs charges. Le gars n'a jamais reconnu les faits, donc moi je l'avais évidemment mis en prison, il était incarcéré.
Et à l'époque, il n'y avait pas encore le juge des libertés et de la détention, Ouais. c'est lui qui décide après maintenant de mettre en prison. Ou pas, ouais. Et il a comparu devant la cour d'assises, il a été condamné, alors qu'il n'a jamais reconnu. Il a été condamné, je trouve d'ailleurs à l'époque, à une peine plutôt indulgente. Il a pris 15 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, il se prendrait 30 ans. À l'époque... Ah oui, la justice est beaucoup plus dure maintenant, tu veux Ouais, dire. tout ce qui est crimes conjugaux et tout, je pense. Ah oui, là, ça rigole Et plus. puis là, c'était quand même costaud parce qu'il met une bombe, il aurait pu être d'autres personnes, et puis elle aurait pu percuter, il aurait pu y avoir d'autres morts. Hein. Et je trouve qu'il s'en est bien tiré. À l'époque, on ne pouvait pas faire appel d'un verdict de cour d'assises. C'est-à-dire que si le procureur n'était pas satisfait du verdict, il ne pouvait rien faire. Donc il s'en est plutôt bien tiré. Et moi, je me suis passionné pour ce dossier parce que j'avais à démontrer, j'avais à rassembler des charges contre lui. Et que j'avais suffisamment de quoi le faire juger, il a été condamné. Quoi. Ah ouais, ok. Ce gars-là, et c'était vraiment pour montrer l'acharnement de quelqu'un à tuer son ex-conjoint. Ils étaient séparés, hein, divorcés, et Ouais. il n'avait jamais supporté ça. C'est dingue. Et je crois que la fille, qui maintenant évidemment est grande, hein, la fille du couple, peut-être qu'ils avaient d'autres enfants, a écrit un livre d'ailleurs. C'est D'accord. une femme qui a été sur cette histoire. Qui était une histoire marquante de bombes. Moi, j'en ai jamais vu ça par la suite. Hein. D'accord. Même à Bastia. Même à Bastia. Non. Le type, il avait réfléchi à son truc, il avait bricolé, il avait des compétences sans doute. Ah bah oui, parce que maintenant, il y aurait eu YouTube, je dis pas, mais à l'époque, il y a 30 ans en arrière. Et ça a bien marché. Et ça a bien fonctionné, ouais, c'est sûr. C'était assez incroyable. C'est une histoire marquante. Une histoire marquante. On avait fait ça sur l'autoroute l'A7 à Faisin. Une nana qu'on avait retrouvée morte sur l'autoroute, qui s'était jetée d'une voiture en route. Et les deux, la conductrice et la passagère, la conductrice était un peu une femme devenant homme, la passagère prostituée. On croyait qu'elle l'avait foutu, qu'elle l'avait jetée en pleine vitesse. Et en fait, apparemment, c'est la femme à l'arrière dépressive qui a ouvert la porte et s'est jetée de la bagnole à 120 à l'heure, quoi. Donc on ne savait pas trop si c'était un meurtre, si c'était un accident. Et j'ai fait une reconstitution. On a barré 2 voies sur 3 à Faisin. Putain. Pour reconstituer avec un mannequin, et je me souviens de ça, quoi, pour voir si ce qu'elle racontait pouvait être vrai. Et après, on avait bloqué une route départementale sur 2-3 km. C'était les gendarmes qui suivaient ça. Pour, avec la bagnole des protagonistes, voir comment on pouvait ouvrir une portière à 120 à l'heure. Délire. Avec la force du vent, on voyait qu'on pouvait l'ouvrir, mais pas complètement. Bah ouais, bien sûr. Et qu'effectivement, tu avais la place pour quelqu'un puisse se jeter, tu vois. Et en fait, on n'a pas pu démontrer que c'était un crime. C'est la femme à l'arrière qui s'est suicidée, qui s'est jetée de la bagnole. C'est quand même rare, ça. Hein. Du coup, Jacques, au niveau des... Donc, tu as fait beaucoup de meurtres. Là, on a beaucoup de crimes. Est-ce que là, au niveau des affaires de viol, d'agression, tu en avais quand même quelques-unes que tu m'as racontées qui étaient assez... Malheureusement, tu sais, la vie d'un magistrat, d'un procureur, d'un juge, c'est beaucoup d'affaires sexuelles. Heureusement, les meurtres, ça reste quand même rare. Ouais. Dans la masse des affaires, beaucoup de vols, de trafic et autres, mais il y a aussi beaucoup d'affaires sexuelles. Et malheureusement, j'ai eu des postes dans des villes grandes ou moyennes ou petites, où il y avait beaucoup. Il y a 2 types d'affaires sexuelles. Il y a les histoires sexuelles dans les familles, c'est les incestes. Ouais. Le père qui viole ses enfants, ça malheureusement on en connaît partout en France, partout. Et puis de temps en temps les viols extérieurs, c'est le truc, une soirée qui dégénère, une boîte de nuit, voire le prédateur, hein, le violeur en série qui viole des femmes dans les parkings. Mais la pire criminalité, c'est celle qui se passe dans les foyers, enfin dans les familles, c'est les incestes. Et ça, j'en ai connu un paquet. Je me souviens d'une affaire que j'avais instruite à Rodez, c'était mon début de carrière, d'un gars qui, je crois qu'il habitait à la campagne, dont il avait 2 de ses enfants, 2 petits, 2 filles, 2 fillettes, qu'il voyait le week-end. Je ne sais plus, elles étaient à l'école, dans un foyer dans l'Hérault, et il les récupérait le week-end. Et jusqu'au jour où je ne sais plus comment, il y a eu un signalement, on l'a dénoncé comme ayant abusé sexuel. C'est peut-être parce que les gamines avaient été, je peux baisser. Vas-y, je veux. Ils avaient peut-être été examinées à l'école là-bas, et on avait vu que ces 2 gamines qui devaient avoir 6-7 ans, je ne sais plus, 6-8 ans, elles avaient, je me souviens du terme, une béance anale, c'est-à-dire leur père les sodomisait.
si tu veux, il n'y a pas de risque de défloration, mais les sodomisait, t'imagines? Et là, il était accusé, c'est-à-dire que on pouvait pas dire que c'était quelqu'un d'autre, si tu veux. C'était que manifestement, ils avaient été abusés sexuellement. Hein, c'était pas autre chose. T'imagines? Béance anale. Mais dans ce domaine, moi, j'ai tout connu. À Lyon, j'ai instruit un dossier où il y avait un type qui était un pharmacien, qui était en lien avec un gars qui avait une gamine. Et soi-disant, il faisait une enquête sur les déviances sexuelles. Et en fait, c'était un gros pervers qui adorait prendre des photos avec des gamins. Et notamment cette gamine, à un moment, il la violait, il lui faisait boire des verres d'urine. C'était pas sa fille, là. C'était pas sa fille, c'était la fille d'un ami. Ah ouais. Enfin bref. Il faisait boire des verres d'urine. Oui, c'est enfin, si vous voulez, tu vois, pour montrer, enfin, jusqu'où c'est là-dessous qu'il y a eu mon truc, jusqu'où l'être humain est capable. J'ai aussi eu une affaire fameuse que j'ai instruite à Lyon d'un couple de gens qui venaient je crois, de Dordogne. Lui avait 27-28 ans, la femme avait 25 ans, ils avaient 2 garçons. Et ils étaient venus à Lyon pour échanger leurs enfants contre les enfants d'un autre couple. C'est pas vrai. Ils ont été dénoncés, la police est intervenue et on a trouvé dans leur papier des photos. Alors à l'époque c'était des photos Polaroid, tu sais, c'est les petits trucs qui sortent là. Voilà. Il n'y avait pas les smartphones et tout. Et on a trouvé un film vidéo que je l'ai encore en tête, où tu vois les gamins, donc il y en avait qui avaient 8 ans et l'autre 6 ans, quelque chose comme ça, en train d'être des jouets sexuels de leurs parents. La mère se faisait prendre sexuellement par un de ses fils, et le père en train de se fait uriner par un de ses gamins, et tu vois les 2 gamins qui étaient complètement stressés, qui souriaient, et sur le fond je me souviens de la chanson de Vanessa Paradis, Joe le taxi. Ouais. C'était le fond sonore. Ah, c'était ça, c'était la bande son, la musique. Et cette vidéo, il l'avait envoyée, semble-t-il, à un couple de parents. T'imagines, tout ça filmé. C'est-à-dire que dans ce domaine, il n'y a aucune limite. Il y a des choses abominables, et malheureusement, comme beaucoup de mes collègues, j'en ai connu, quoi, des incestes. L'enfant de 18 mois, on en avait parlé de ça. Oui, alors moi je ne l'ai pas connu à titre personnel, mais c'est une affaire sordide aussi. J'ai connu aussi des viols de personnes âgées aussi. Ah oui, sexagénaires. Sexagénaires, des gérontophiles, on appelle ça. Ah ouais, d'accord. Il y avait une affaire fameuse que moi j'ai pas connue directement, je crois, sauf erreur, d'un bébé de 18 mois, d'un enfant de 18 mois qui avait été violé par un... Si, je crois que je l'ai connu, c'est là, écoute, je ne voudrais pas me tromper, violé par un éducateur ou je ne sais plus, ou un babysitter. Ah ouais. Et dans les images qu'on nous donnait à l'école de la magistrature, il y avait un cours de médecine légale, et il y avait une photo, je me souviens, d'une bougie de 20 cm de long, recourbée, qu'on avait retrouvée dans le vagin d'une petite fille. Et c'était là aussi un babysitter qui lui a enfoncé ça dans le vagin, si tu veux. Je veux dire, dans ce domaine, il n'y a pas de limite. Toutes les déviances sexuelles sont concevables. Des histoires de zoophilie avec des animaux. Ah ouais, du genre. J'en ai connu. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens ? Un rapport sexuel avec une vache, avec un cheval, avec une chèvre. Ah oui, avec tous les animaux de la ferme. Mais oui, c'est plutôt en milieu rural. Alors ça, c'est des choses qui ont tendance à disparaître. Hein. La misère sexuelle, si tu veux, la misère sexuelle amène quelquefois au meurtre, amène à des déviances, à des comportements de fous, les cibles faciles, ce sont les enfants, les bébés. Ça peut être ceux qui peuvent pas défendre, ceux qui peuvent pas parler ou se défendre. Ça peut être les personnes âgées, qui peuvent être aussi victimes. On a eu dans des EHPAD des agressions sexuelles, des viols sordides. Hein. Dans ce domaine, à Roanne, il y a eu une affaire comme ça. Moi, j'ai été procureur à Roanne, mais c'était après mon départ, où j'ai appris qu'un type, un septuagénaire, rentrait dans la morgue et se livrait à des actes sexuels sur des cadavres de femmes, qui étaient souvent des vieilles femmes, hein. T'imagines ?
nécrophiles. Oh Nécrophilie. là 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 là. C'est les là amateurs là de là. cadavres. Oh non, mais alors ça, c'est tout fort. C'est pour ça que me... dans ce ça domaine, met des frissons là. dans ce domaine, il n'y a pas les perversions, il n'y a pas de limite. Et plus elles sont transgressives, plus elles excitent. Regarde aujourd'hui, tu as ce phénomène de live streaming où tu as des types qui commanditent depuis chez eux des viols aux Philippines ou en Birmanie de gamins, fais gaffe, des viols de gamins qui commanditent, les parents sont prêts, moyennant finance, à se livrer à des actes sexuels sur leurs enfants et c'est filmé. Et le gars, il jouit de ça en France, en Hollande et autres. Enfin, tu sais, et aujourd'hui, la technologie, le fait qu'on peut, avec son téléphone, accéder filmer comme ça peut pousser à des débordements. Avant, c'était compliqué parce que si tu prenais des photos, il fallait les faire développer et peut-être que le labo pouvait signaler ça. Oui. Aujourd'hui, tu peux tout filmer. Avant, il fallait une caméra et tout. Maintenant, avec ton smartphone. Et ça ne peut que pousser à agir des gens tordus, quoi, qui savent qu'il y a une demande. Je peux te dire que malheureusement, les images de pédophilie réelles, tu as des clients pour ça, hein, qui sont prêts à payer. Toutes sortes de gens, on en arrête très régulièrement, des pédophiles, pédocriminels, c'est plus juste, qui sont friands d'images réelles, pas de fausses ou de trucs qui sont artificiels, si tu veux. Et donc, dans ce domaine, je te dis, tout est... Ah, il y a tout. Non, mais c'est sûr qu'il y a... Je vais bien le croire, ouais. Les règlements de compte, on en parle en ce moment. Ouais, exactement. J'en ai connu beaucoup. Et j'allais beaucoup, moi, sur les scènes de crime. Hein. J'allais sur place, si tu veux. D'accord. Et je me souviens d'une tuerie, je crois que c'était en 2009. C'était l'hiver, en janvier, à Marseille, dans les quartiers nord, où j'avais été avec 2 collègues. 5 jeunes qui étaient dans une voiture, se sont arrêtés à un feu rouge. Et 2 bagnoles sont arrivées. Et ils ont été rafalés. Il y a eu 3 morts et 2 blessés graves. Et les types ils se sont fait tirer dessus à la calache, au pistolet 9 mm et au fusil de chasse. Ah ouais, ils ont pas loupé là. Il y aurait pu y avoir 5 morts. Finalement, il y a eu 3 morts et 2 blessés. Et je me souviens sur place, à un moment des secours, enfin des enquêteurs qui tirent un des corps. Ils étaient 3 à l'arrière, 2 à l'avant, tu sais. J'ai encore en mémoire le son du crâne qui heurte le sol, tu sais, d'un crâne humain. Parce qu'une personne, on fait attention quand on la sort vivante. Là, boum, c'est un son mat. J'ai encore cette image-là. J'ai plein de règlements de compte à la calache. Je me souviens d'un morceau de crâne, une calotte crânienne qui avait explosé, qui était pas très loin d'un type qui s'était fait tirer dessus au fusil d'assaut. J'ai vu arriver une corneille, un corbeau, qui a piqué le bout de calotte crânienne. Parti avec. Et il est parti avec. Parti avec, tu vois. Il avait fait son nid. J'ai une autre histoire d'un meurtre aussi à la Kalachnikov. Où le type était dans sa voiture, il s'est fait tirer dessus et une balle Kalachnikov, ça peut tirer par rafale, il y a jusqu'à 30 cartouches. On avait retrouvé une balle, avait traversé la bagnole et avait traversé un commerce qui était près du trottoir. La balle avait traversé une armoire réfrigérante où il y avait des boissons. Et dans une canette, c'était de l'original, il y avait une balle. La balle avait traversé la canette, on avait retrouvé la balle au fond de la canette. Donc t'imagines. Délire. Voilà, j'ai aussi une affaire d'un percolateur, un café, où la puissance du projectile était telle que ça avait traversé le percolateur et ça avait blessé grièvement une employée qui était derrière. Voilà, et c'est un peu ça malheureusement le quotidien que j'ai connu il y a une douzaine d'années à Marseille, qu'on connaît aujourd'hui, si tu veux, des histoires terribles. Et j'ai vu les méfaits des corps déchiquetés, puisque les balles de Kalash ont tendance à tournoyer éventuellement à certaines distances. Et c'est très perforant, et j'ai des têtes arrachées, les mains arrachées. Même si on le faisait dans une fiction, on n'arriverait pas à représenter la réalité. Elle est pire que ce qu'on imagine. Souvent, au cinéma, tu vois des trous, un jaillissement de temps, mais des fois, ça déchiquette le corps, plus ou moins. J'ai eu des suicides ou des meurtres à coups de fusil de chasse, plus de tête. Calibre 12, balle Brenneck. C'était un type qui s'était suicidé et avant de se suicider avait tué son fils, qui était à l'arrière du véhicule.
Et il avait utilisé un fusil de chasse avec une balle Brenneck, balle à sanglier, balle à ailette, gros calibre. Et ben, le fils, il avait plus de tête, si tu veux. Il était à l'arrière, on voyait le bas du corps, il avait la tête explosée par les balles. Enfin, c'était impressionnant. Hein. Mais je me souviens aussi d'une autre affaire, je crois que c'était en Corse, où là c'était une exécution, un type dans sa voiture qui avait pris un coup de fusil de chasse. Et il y avait le cerveau, une partie du cerveau qui était sur la banquette arrière. Il était à la place conducteur. Il s'est fait péter le crâne. Et c'est pas lui, il a été tué. Hein. Il a été tué. C'est quelqu'un qui a été abattu à bout portant. Et le cerveau, une partie du cerveau, il était derrière. Tellement la force du projectile, si tu veux. Parce que beaucoup de gens ont des armes de chasse. Et quand ils mettent fin à leur jour, ou s'ils veulent commettre un meurtre, alors quand c'est du petit plomb, ça peut faire des dégâts pas très visibles, mais quand c'est du gros calibre, comment on appelle ça, de la chevrotine, etc., ça te fait, ça t'arrache des têtes. J'ai eu un gars aussi qu'on avait retrouvé suicidé au pied d'un arbre, je ne sais plus où c'est, et il s'était assis au pied d'un arbre et il avait mis son fusil sous la tête. Il a réussi à tuer. Et il y avait des guirlandes au-dessus de lui, de l'arbre. C'était toute la matière cérébrale qui pendait au-dessus de lui. Parce que le coup était parti de bas en haut. Et ça faisait comme des guirlandes au-dessus de sa tête, de chair, de matière cérébrale qui pendait au-dessus de lui. Voilà, c'est sordide, mais c'est aussi malheureusement une réalité qu'on est obligé d'évoquer quand on juge l'auteur d'un fait, quand on voit les photos. Et moi, quand j'enseigne à mes étudiants, à des futurs juges, à des futurs policiers, je leur dis, vous allez être confrontés à ça. Hein. Vous allez voir ce que c'est que la mort brutale. Et il ne faut pas tomber en syncope. C'est votre métier. Hein. À un moment, c'est ce que voient les sauveteurs, les pompiers, les policiers, les gendarmes. Et je te dis, la façon de tuer, elle est tellement multiple, et les gens utilisent des armes qu'ils ont à disposition, et notamment les fusils. J'ai eu une affaire d'un crime, je crois que c'était à Roanne. On voit un type mort en train de pêcher au bord de la rivière, et on voit pas de signe de violence, on voit pas de traces très visibles. On s'est dit, mais comment il est mort? Est-ce qu'il a été foudroyé? Il y avait eu un orage la veille. Est-ce qu'à un moment, on ne savait pas trop? Et c'est à l'autopsie qu'on a décelé dans la nuque des petits plombs, des plombs de griffes, de petits gibiers. Le type s'était pris une décharge de carabine à bout portant, à bout touchant, dans la nuque. Et ça faisait pas grand-chose. Et à l'autopsie, on a vu qu'il avait une décharge. Donc, il avait été abattu, parce que c'est dans la nuque, il s'était pas suicidé. Et on a pu remonter jusqu'à l'auteur qui a été tué. C'était l'amant de la femme. D'accord, tu vois, le crime. Je vois. Mais au début, on s'est dit, mais de quoi il est mort? Bon, à l'autopsie, très vite. Parce qu'il y avait les cheveux, si tu veux, et comme la plaie était très, très petite, ça se voyait pas. Il n'y avait pas un gros trou dans la tête. Ça date avec du 22 peut-être? Une très petit calibre, mais tiré à bout portant, à bout touchant. À bout touchant, il était en train de pêcher, je pense, et le gars lui disait salut, il devait se connaître, puisque c'était l'amant, hein. Il devait, voilà. Et le gars, tu vois. D'où l'importance de faire attention à tout, et qu'il y a un médecin légiste qui fasse une autopsie, qu'on passe pas à côté d'un meurtre. D'un meurtre, qui peut être déguisé en suicide ou en accident ou. Par négligence, on conclut à une mort naturelle. Alors que ça l'est pas. Et c'est pour ça que chaque fois, et aujourd'hui encore, il y a des affaires où les familles se persuadent que c'est un meurtre maquillé en suicide. C'est pas toujours le cas, hein. Mais il peut y avoir des négligences de la part des enquêteurs qui concluent un peu trop vite. J'ai eu une affaire aussi, une dame âgée qu'on retrouve morte chez elle, dans un espèce de studio, d'appartement qui était un vrai taudis. Elle est sous la porte d'entrée qui était dégondée, qui était par terre. Il y avait des tas de vêtements. Et en fait, elle est morte, on ne sait pas trop, morte écrasée. Et on s'est dit, en voyant la porte, on dit, mais quelqu'un a fracturé l'entrée, elle est rentrée. Et en fait, elle vivait misérablement, alors qu'elle avait beaucoup d'argent sur ses comptes. C'est souvent comme ça. C'était dégueulasse chez elle. Et je pense que la porte d'entrée de son appart était mal entretenue et qu'elle accrochait avec des patères derrière la porte des vêtements lourds, et que ça a dû un moment faire tomber la porte. Elle est morte écrasée. Oh là là.
Alors là, c'est qu'au vraiment début, une mort con quand même. Au début, on s'est dit, mais il y a quelqu'un qui a fracturé la porte d'entrée, c'est pas possible. Et finalement, c'était une mort qui était une mort accidentelle. Oh, ouais. Elle vivait dans un truc. Ah ouais, un taudis, ouais. Et elle avait, quand on a regardé les comptes, elle avait beaucoup d'argent sur Oh là, son c'est livret d'épargne. C'est dingue. Tu sais, voilà, enfin, ça Ouais, c'est donc, toujours surprenant. Surprenant, ouais. Jacques, je voulais que tu nous racontes également l'histoire, une histoire marquante de ton livre. Un meurtre en Corse sur un fond d'alcool. C'était des boulistes. Ouais, c'est une histoire sordide, comme j'en ai malheureusement connu beaucoup. Une histoire d'alcool, deux types, un d'une quarantaine d'années, un autre de 25 ans, Ouais. qui avait passé une soirée à boire des coups avec un autre individu, un autre jeune, un maghrébin. Puis il y a une mauvaise ambiance, ils se sont disputés. Après, ils sont tous partis dans la même voiture. Le gars, la victime était derrière. Et à un moment, ils s'arrêtent, c'était la nuit, dans la campagne. Ils sortent le gars qui était complètement Amorphe, quoi. et puis il le frappe, et il lui donne des coups de pied, coups de poing en pleine tête, etc. À un moment, ils se servent de boules de pétanque, parce que c'était des pratiquants de pétanque, et il lui éclate la tête à coups de boules de pétanque, comme un système de presque des cymbales, si tu veux. Et ils partent, le gars, il le traîne dans un fossé. Puis il se dit, est-ce qu'il est bien mort? Ils reviennent, ils lui fracassent encore la tête et ils mettent le feu au corps en versant un liquide. Ils mettent le feu, puis finalement ils le brûlent en partie. Mais le type est sans doute mort. La victime est morte peut-être de tous ses coups, mais il était encore vivant, il a agonisé. Il était encore vivant quand ils l'ont brûlé. Je pense que oui. Et on a pu les identifier, les auteurs, et ils ont été jugés. À l'époque, j'étais procureur à Ajaccio, et ils sont passés en cour d'assises et ils ont été condamnés assez lourdement d'ailleurs. C'était vraiment le crime, tu peux te mettre sur la gauche, le crime gratuit, d'alcoolo, de violence. Ils ont détruit réellement le gars, quoi, à deux, pour aucun mobile réel, si tu veux, de espèce de... Je sais pas. Alors on a dit, est-ce que c'est raciste? On n'a pas pu le démontrer. Est-ce que c'est pour une vague histoire de femme, parce que la victime aurait à un moment adressé quelques mots doux à une serveuse? Ça aurait déplu un des trucs. Mais si tu veux, rien de très net. Ah ouais. Tu peux peut-être te garer là. Ouais, je vais me garer là. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Avant, ils ont tout réaménagé. Avant, c'est... Et on va se mettre là. Et voilà, c'était une affaire... si tu veux, sordide aussi. Malheureusement, on rencontre souvent des affaires graves où il y a mort d'une personne disproportionnée, si tu veux. La raison des faits n'explique pas la violence de l'acte. Ah bah ouais. C'est des fois pour des conneries, des disputes, des querelles, des histoires d'amour-propre. On le voit, je l'ai eu beaucoup dans des rixes à la sortie de discothèque, des coups de couteau qui sont donnés pour tu m'as fait un mauvais regard, t'as fait ci. Et des gens qui vont ruiner la vie, ôter la vie de quelqu'un, mais aussi ruiner leur vie. Et j'ai eu une affaire comme ça à Grenoble, une discothèque terrible, quoi. Une bagarre à les sorties, un jeune est mort. Et tu te dis, mais c'est quand même fou, quoi, d'en arriver là. Surtout quand tout ça parce qu'on avait un couteau sur soi, qu'à un moment une bagarre, on sort le couteau. Et du coup, c'est pour ça qu'on mène. Moi, j'ai essayé de mener à mon niveau une lutte contre des jeunes qui portent des couteaux sur eux, ce qui est interdit. On n'a pas le droit d'avoir un couteau, sauf une bonne raison pour le faire. Parce que si tu as un couteau, en cas d'altercation, la tentation, c'est de le sortir. Ah bah bien sûr. Et que le coup vite porté, il peut amener à la mort de quelqu'un. Et j'en ai eu beaucoup d'affaires comme ça. Et ça me fait penser à une affaire aussi que tu racontes dans ton livre. C'est à Lyon ou en banlieue lyonnaise. Une jeune femme d'origine portugaise qui avait un ami plus jeune qu'elle, qui était très pénible, qui se croyait en terrain conquis, qui était désagréable et tout. Et cette femme avait un frère. Et l'ami de cette femme traitait mal le frère, quoi. Il se croyait, il arrivait chez lui, c'était lui le chef, il était pénible, au point qu'à un moment, la sœur, le frère, la femme et son frère décident de tuer finalement le copain de cette femme, qui leur faisait une vie impossible, qui était vraiment... Et à un moment, je crois qu'après un repas, ils lui mettent un produit pour
pour l'endormir dans son repas. Le gars un peu vacille et il se fait fracasser à coups de couteau. Non, mais d'abord, il va dormir. Il va se coucher, le gars. Il va se coucher. Effectivement, il va se coucher. Et c'est dans la nuit qu'ils sont venus. C'est là que la femme, donc son amie, sa copine, décide de le supprimer à coups de couteau. Elle se fait aider par son frère. Voilà. Donc, ils prennent une jeannette, tu sais, une planche à repasser, ils le fracassent. Et ensuite, il est mort, il meurt. Ce gars-là, c'est un jeune. Hein, et ils vont se débarrasser du corps. Ils le mettent dans la voiture, dans le coffre, et ils vont je ne sais pas si c'est pas Saint-Bonnet de Mur ou quelque chose comme ça. Oui, ils vont dans une décharge et ils mettent le feu à la voiture, je crois. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Pour faire croire à une espèce de règlement de compte. Et en fait, c'était un crime privé, on va dire. Le frère et la sœur ont été interpellés, ils ont été jugés, ils ont été condamnés. Et j'ai été le juge d'instruction qui avait instruit le dossier. Et c'était terrible parce que il y avait la haine, elle s'était traduite par la crémation du corps. Quoi. Ils y avaient mis le feu pour le détruire complètement. Mais ils avaient un peu, entre guillemets, des circonstances atténuantes au sens où ils leur faisaient vivre une vie impossible. La victime était leur posait des tas de problèmes. Ils se sentaient pris par ce gars-là qui était orgueilleux. Bon, bref. Ils auraient pu ne pas le tuer. Hein. Ils auraient pu ne pas le tuer. Ben, évidemment. Alors qu'elle n'était pas mariée avec ce type, c'était un ami, un amant, tout ce qu'on veut. Bon, bref. Et c'était... finalement, le frère et la sœur, c'était des gens pas trop mal. Hein. Le garçon, il était plutôt pas mal. C'était pas un violent, mais il a voulu aider sa sœur. Exactement. Et ça me fait penser, donc, quand on parle de meurtre frère et sœur, ça me fait penser également à un autre meurtre que tu racontes, où la sœur, du coup, elle était en couple avec un homme plus âgé. Du coup, ils sont séparés. Elle a rencontré quelqu'un d'autre, Fernand, je ne me rappelle plus exactement le nom. Ouais. Et du coup, en fait, l'ancien concubin de la sœur du monsieur était très très jaloux. Et et du coup, ils ont fait venir. Et puis, tu sais, ils ont sorti le fusil pour lui tirer dessus. Ouais, alors attends, parce que je dis, j'en ai eu tellement que je ne sais plus celle que je raconte. Et du coup, le gars, il arrivait avec une Audi. D'accord. Alors ça s'est passé dans l'Isère. Hein. Là, j'étais avocat général, c'est-à-dire que j'étais au procès cette fois. Et effectivement, c'est un type qui était l'ami de cette femme qui a demandé l'aide de son frère pour finalement abattre ce gars-là. Il était énervé à l'idée que cette femme ne voulait plus de lui, etc. Ouais. Et en fait, c'est le frère de cette femme qui le tue d'un coup de fusil. Ouais, il arrive et du coup, il sort le gars. Et en fait, si tu veux, c'est des affaires que je raconte dans le bouquin, là, sur les chemins du crime, mais j'en ai beaucoup d'autres. Bah oui, et finalement, il y a un moment, je me remémore, parce que certains, je les ai connus comme juge d'instruction, d'autres comme procureur, c'est-à-dire j'allais sur le scène de crime, et enfin d'autres comme avocat général, c'est-à-dire au moment du procès final, si tu veux. D'accord. Donc il y a un moment, il faut que je situe un peu l'affaire, parce que j'en ai connu des centaines, hein, c'est ça qui est malheureux. En près de 40 ans de métier, de toutes sortes de crimes. Il y en a qui sont plus originaux que d'autres. Le gars à la bombe, là, lui, là, tu t'en rappelles. Il sort un peu de l'ordinaire. Le quai Gilet, il est par là. Le quai Gilet, c'est à gauche, là. Parce que là, j'ai eu un mort, tu sais, l'affaire de la Croix-Rousse, une jeune qui a été violée, étranglée. Il y a un chemin qui menait... Est-ce que tu peux le prendre sur... là, je peux prendre à gauche, oui. Ouais, parce que c'est une triste affaire qui s'est produite en 93. Elle est toujours en cours, l'instruction. Ah bon? Et c'est une jeune fille qui, à 13h, devait prendre son bus. Elle était descendue par un chemin des hauteurs de la Croix-Rousse pour prendre son bus. Et sur ce chemin, elle a été tuée. Elle a été violée et étranglée. Okay. Mais je ne sais plus à quelle hauteur c'est. Il y avait une espèce de voie qui aujourd'hui est fermée. On est quai Gilet, là, Ouais, mais le quai Gilet, il est long. Hein. Ah non, là, on est quai Saint-Vincent. Donc donc je te dis peut-être une bêtise. C'est un peu plus loin. C'est plus loin, le quai Gilet. On va passer devant, là. Et cette gamine, elle avait 17 ans. Et l'affaire, j'étais le premier juge d'instruction saisi du dossier. Aujourd'hui, elle est toujours en cours. Elle est au pôle de Nanterre, spécialisée pour les cold cases. 80, ah oui. 93.
Donc ça veut dire que le gars, il a jamais dû reconnaître. Parce qu'il y avait eu de l'ADN ou pas sur la scène? C'était le tout début de l'ADN qu'on connaissait. Donc après, le gars, on n'a pas eu d'affaire identique ni avant ni après. S'il avait été un tueur en série, on aurait pu. Et donc ça peut être un marginal, ça peut être un bon père de famille. Si tu veux, c'est un chemin qui serpentait, qui descendait des hauteurs sur le quai. Aujourd'hui, il a été fermé d'ailleurs. Et il était plein de broussailles, ce chemin. Et donc, c'était un peu un piège, si tu veux. C'était un truc dangereux. Cette pauvre gamine, elle le prenait de temps en temps. C'est une forme de raccourci. Pour prendre son bus et rentrer chez elle. Elle a croisé le route de ce mec qui s'est jeté sur elle. Il l'a traînée dans les taillis et il l'a violée, il l'a étranglée. Et on n'a jamais retrouvé l'auteur. Et l'affaire est toujours en cours. Et donc, quand on va arriver au quai Gilet, on verra peut-être. Parce que j'avais fait une émission pour France 3, ils m'avaient sur les quais, par là-dessous. Ils avaient fait un sujet, ils avaient fait un tournage. Et j'étais le premier juge qui a saisi du dossier. Après, je suis parti, j'ai eu des successeurs. Et le dossier maintenant est au pôle spécialisé de Nanterre, qui ne s'occupe que de cold case. Ah ouais, et le père, il est qui dure. La maman est décédée, le père, il a plus de 80 ans. Mais ça veut dire qu'un cold case, ça peut durer. Donc, alors, un cold case, juste, fais-nous un petit aparté. Cold case, explique-nous ce que c'est. Cold case, c'est un crime non élucidé. Un crime, c'est-à-dire un meurtre ou un viol en France. Maintenant, c'est dans la loi, on en parle. Et depuis 2022, fonctionne un pôle de justice spécialisé qui est à Nanterre, près de Paris, où il y a des juges et des procureurs qui ne font que traiter des affaires de crimes non résolus. Il y a l'affaire de Chevaline, la tuerie de Chevaline, elle est au pôle de Nanterre. Juste, fais-nous une petite aparté, Chevaline. Chevaline, 2012, c'est une famille d'anglo-irakiens dans une voiture et un cycliste qui sont exécutés à coups de pistolet, 4 morts, et l'auteur, on ne l'a jamais arrêté. Ouais. C'est des gens qui étaient dans une impasse dans la forêt en Haute-Savoie, à Chevaline, et ils sont retrouvés par hasard là, et un type est arrivé, on ne sait pas trop ce qu'il voulait, et il a tiré sur les occupants de la voiture. Il y a eu 3 morts, il y avait deux gamines dedans, mais qui n'ont pas été tuées. Elles sont mis au pied, les enfants. Et un cycliste qui est mort aussi. Donc on s'est toujours demandé si c'était une raison liée à la personne des victimes, mais ça peut être aussi un crime fortuit. Un type qui venait s'entraîner au tir et qui a disjoncté, qui a tiré sur les premiers. Ah ouais, tu penses là carrément, là c'est chaud là. Et l'affaire, elle est au pôle de Nanterre. D'accord. Elle n'est pas résolue, toujours en cours. Donc tous les cold cases vont à Nanterre? Pas tous. D'accord. Les affaires les plus complexes, parce qu'il y en a des centaines et des centaines en France. Il y en a qui sont très anciennes. Il y a une durée ou pas sur un cold case? C'est-à-dire qu'au bout de 30 ou 40 ans, on dit bon bah là, on classe l'affaire. Il n'y a pas de durée. Et pour que le pôle de Nanterre soit saisi, il faut que l'affaire ait plus de 18 mois. Si tu veux, s'il y a un crime qui est commis aujourd'hui à Lyon, ce n'est que dans 18 mois, si l'affaire n'est pas résolue, que le dossier c'est facultatif, peut être transmis à Nanterre. Oh oui, c'est là qu'il deviendra cold case, si tu veux. Si on voit qu'au bout de 18 mois, l'affaire n'est pas sortie, c'est qu'on présume que ça peut être un cold case. Parce que là, 8 crimes de sang sur 10 sont résolus sur le moment ou dans les jours qui suivent, la plupart, parce que c'est le type qui tue sa femme. Mais on a un certain nombre de crimes dont on n'a pas l'auteur, malgré le travail qui est fait. Je mets de côté les règlements de compte. Bien sûr. Les règlements de compte, on ne les range pas dans la catégorie des cold cases. Je parle que des crimes classiques. Et malheureusement, même avec le progrès de la science et l'ADN, on peut ne pas avoir l'auteur des faits. Il a eu de la chance. On est quai Gilet. Alors, il faudrait que je ne sais pas si tu ralentisses. On l'a peut-être passé déjà, mais à voir. Peut-être là, c'était vraiment. Parce qu'à un moment, il y avait un truc, mais comme tout est fermé, je ne sais pas. Attends, fais voir là. Et donc, tu vois, tu as un mec qui a tué sauvagement quelqu'un qui est peut-être en liberté. Alors, il est peut-être mort depuis. C'est malheureusement le problème des crimes non résolus, c'est que ça veut dire que le meurtrier, il est libre. Ou il a peut-être fait de la prison pour autre chose, ou il est peut-être mort. Il est peut-être mort, un peu comme Ligonnès. L'affaire Ligonnès. Alors moi je pense qu'il s'est suicidé d'ailleurs, mais on cherche toujours. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Il a tué toute sa famille. Et pareil, est-ce que... attends, pourquoi il serait mort? Parce que il se tue avec. Je pense qu'il s'est suicidé, mais après coup, pas tout de suite, puisque le dernier moment où on le voit, c'est dans le bar. Ouais, parce qu'il y a une caméra de surveillance là. Ouais. Et je pense qu'il s'est jeté à l'eau en se mettant un lest au pied. Ah ouais. Parce que quand on se suicide, on retrouve ton corps. Tu ne vas pas t'enterrer, donc à un moment...
J'en sais rien, hein, parce que certains pensent qu'il a pris la fuite, qu'il est en Amérique du Sud, il a refait sa vie, c'est possible. Moi, je pense plutôt qu'il s'est suicidé. Après, il n'y avait pas d'argent, justement, c'est une des raisons. Donc, se mettre en cavale sans argent, c'est pas simple. Ouais. Mais on peut tout imaginer. Et d'ailleurs, certains le voient toujours, hein, mais je suis sûr de l'avoir croisé. Oui. Tu vois, elle devait prendre son bus qui devait être un peu par là. Parce que là t'as un chemin, mais routier, qui descend. Non, là, c'est une petite voie. Il faudrait regarder tout simplement. Regarde, là. Ah ben voilà. Putain, là, c'est là. T'es tombé dessus. Ouais. Et tu vois, elle devait descendre sur ce quai. Ah oui, donc c'est quand même vraiment dans la ville, quoi. Tu là. Pas te garer par hasard, non, ça va être difficile. Ah là, ça va être chaud, là, par contre. Bon, laisse tomber. Tu vois, et donc elle devait descendre par là, et c'est dans le chemin qui serpentait. Putain, dans la descente, il y avait beaucoup de broussailles. J'avais même survolé les lieux en hélicoptère. Aujourd'hui, on utiliserait un drone. Un drone, ouais. À l'époque, j'avais demandé l'autorisation pour voir filmer de haut, si tu veux. Aujourd'hui, ce serait plus simple avec les drones. Ouais, avec les drones, ouais. Voilà. Dis donc, d'accord, ok. Elle est morte sur ce chemin qui mène du plateau de la Croix-Rousse là-haut. En bas, là, sur le quai. Ouais. Putain. L'affaire, c'est l'affaire Muriel Théron. D'accord. On est passé d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, à l'émission Affaires criminelles sur LCI. Il y a une émission maintenant le dimanche, j'étais avec l'avocat parce que la famille a toujours le même avocat qui est un avocat de Lyon, qui est un type très bien d'ailleurs, qui est l'avocat historique. Toujours depuis 30 ans, il défend, il essaye. Et le dossier, on espère qu'un jour il soit résolu. Qu'il y en a un peut-être qu'il fasse une bêtise. Et puis mais bon, pas simple, hein, parce que le gars, on a un ADN mais qui ne matche pas. Donc peut-être que l'auteur... Il n'est pas encore fait arrêter. Il n'a jamais, exactement. Ouais, et puis d'accord. Donc on est dans une énigme grave, parce que tu te rends compte, cette gamine, elle aurait pas loin de 50 ans maintenant. Oh là là, elle avait 17 ans. Hein. C'est affreux. Et ouais. Est-ce que on peut faire une aparté sur toujours sur un meurtre, et celui-ci, un meurtre glaçant, quand même, c'est le meurtre du jeune, un jeune avec qui tue son frère, sa sœur, quasiment sa mère et son père, tu sais, dans les Alpes. Ouais. Hein, tu peux nous raconter ça ? C'est celle d'ailleurs, j'en parle dans un futur podcast qui passera sur France 3 à Lyon d'ailleurs. Ouais. On a fait un tournage là-dessus. Oui, c'est l'affaire Lenisa, c'est un jeune qui, je crois que c'est 2012, qui a tué, moi, je me rappelle en tout cas, qui a tué à Beauzelle en Maurienne, dans la maison familiale, son père, son frère de 17 ans, son jeune frère de 8 ans. Il a tenté de tuer sa mère. C'est une famille bourgeoise, une famille qui avait pas de problème d'argent, au contraire, il vivait bien. Et lui, c'était l'aîné, il se sentait un peu le vilain petit canard. Il était assez paresseux, il ne voulait pas trop travailler. Et ses parents, il avait 24 ans, en avaient marre de sa façon de faire. Et à un moment, ils lui ont menacé de lui couper les vivres. Et puis, alors, il avait des problèmes psychologiques, évidemment. Il avait eu des problèmes un peu psy. Et à un moment, il a décidé de tuer toute sa famille. Il est arrivé avec un pistolet. Voilà, comme il avait volé le pistolet du père d'une copine. Il passait ses journées à faire des jeux vidéo, ce jeune. Ouais. Et à un moment, son père venait faire un tour en vélo. Il l'a abattu d'une balle dans la tête, par derrière. Il a tué ses 2 frères. Il a tenté de fracasser sa mère, de l'étrangler. Ouais, il l'a fait venir. Il a dit, j'ai mimé la Ferrari. Elle a pu résister. Et il s'est fait... Bon, elle a appelé les gendarmes qui sont arrivés. Il aurait pu tuer d'ailleurs, parce qu'il avait aussi une sœur, mais qui n'était pas là ce jour-là. Ouais. Et il n'a jamais donné d'explication. Alors on ne sait pas trop s'il voulait hériter de l'argent, hein, en tuant ses parents, ce qui était un peu bizarre quand même. S'il voulait se venger d'eux, il était jaloux peut-être de ses petits frères. Hein, il réussissait mieux à l'école que lui. Et il a été condamné à 20 ans. Il s'en est bien tiré parce que moi j'avais demandé 30 ans. Finalement la Cour a décidé de le condamner à 20 ans. Moi je me suis demandé si j'allais faire appel pour qu'il soit rejugé, et j'ai quand même posé la question à l'avocat de la famille, de la mère et de la sœur. On ne voulait pas leur infliger un nouveau procès, si tu veux. Donc finalement, il purge sa prison depuis... il est en prison, je pense que depuis 2012. Voilà, tu vois, c'est terrible. Hein. Ah ouais, c'est fou. Une espèce de tuerie, enfin c'est une tuerie familiale.
Ouais. Et Dans un milieu aisé, dans un milieu très correct, il n'y a pas de problème de violence dans l'enfance, il n'y a pas de problème comme ça, mais des failles psychologiques. Le jeune un peu sans trop de repères, se sentant un peu marginalisé. Son père roulait en Ferrari, tu vois. bien sûr, ils le disent tu dis dans le livre. C'est ça. Donc, mais le mal-aimé, le sentiment de mal-aimé. Puis il était un peu mytho, il racontait des trucs, il se persuadait que ses parents voulaient partir au Canada et qu'il disait peut-être que je vais hériter d'eux. Enfin bref, tu vois, une espèce de confusion qui l'a poussé à faire cet acte-là, ouais. N'importe qui peut se transformer en criminel. En criminel, voilà, c'est ça. Et j'en parlais avec ma femme, je dis en fait, c'est fou, tu vois, le mec, il se fait persécuter, au bout d'un moment, il en a ras le cul. Ouais. Tu vois, on vrille, ça vrille. L'être humain, et notamment l'accumulation. L'accumulation. Et notamment l'humiliation. Tu sais, c'est comme ton voisin qui t'insulte. Tu vas accumuler de la rancœur, ton employeur qui te traite mal. Et bien un jour, ça peut péter sur une parole, tu vois, ou un geste. Et bien lui, c'est un bon papy, que sa femme rudoyait parce qu'elle disait depuis que tu as arrêté, tu ne fous plus rien. C'est elle qui gérait l'argent du ménage. Jusqu'au jour, je le raconte, et elle l'envoie un peu balader, et là, il voit rouge, il prend un marteau, il lui défonce la tête, et il tente de tuer le chien. Je me rappelle qu'il court de partout. C'est pour ça qu'on trouvait du sang partout. On se dit, mais c'est bizarre. Et la femme, elle était prostrée, et j'avais instruit le dossier, et ce gars-là, tu vois, il était responsable du club de boules, tu vois, vraiment, le bon type rondouillard, la moustache, bon... Et qui est devenu, il n'a pas été très lourdement condamné, je ne me souviens plus de la peine, mais il a quand même été jugé, et puis il a reconnu les faits, quoi. Il disait, j'ai été, depuis que j'avais arrêté, je pense qu'il devait y avoir d'autres plus anciennes, d'autres problèmes, mais et les violences psychologiques, puisqu'elle ne le tapait pas, elle ne le frappait pas, mais la soumission, l'humiliation, ça suffit pour à faire vriller une personne. Ah ouais. Bien sûr. Tu te rends compte, prendre un marteau et donner des... Elle était en train de faire son loto, assise sur la table de la cuisine, et bim, bim. Et donc du coup, tu me parles de ce meurtre-là, ça me fait penser à un autre meurtre où, pareil, c'était mari-femme, c'est plus vieux. Oui. Ça doit être dans tes premiers meurtres, où la femme, elle était avec un homme qui parlait pas. Et du coup, elle faisait toujours la popote. Et du coup, lui, il venait, il s'asseyait, il parlait pas. Et du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est mon premier crime conjugal et crime commis par une femme. C'était à Rodez, dans l'Aveyron, où une femme, ça se passe à la campagne, une femme de 57 ans, on me l'amène. Et elle était accusée d'avoir tué son mari, qu'elle avait rencontré 10 ans auparavant. Monsieur, il avait 69 ans, c'était le milieu paysan, enfin, plus ou moins. Et... effectivement, il la rudoyait, il lui parlait pas, il taiseux. Et à un moment, elle l'appelle à table le soir, il est en train de couper du bois dans la cave, en train de fendre des bûches. Elle descend, il vient pas. Elle descend, mais tu viens. Et là, il lui dit, tu me fais chier. Et là, elle a vu rouge, encore une fois. Elle a pris un coin en fer avec lequel il servait pour fendre le bois. Elle lui a défoncé le crâne à coups de coin en fer. Elle prend le tranchant de la hache dont il servait pour fendre du bois, et elle le décapite pas, elle lui enfonce le tranchant de la hache sur la gorge et l'égorge. Elle essaie de faire croire à un accident, mais très vite on voit que c'est pas le cas. Et elle reconnaît assez rapidement elle a disjoncté, que son mari, elle ne supportait pas la façon dont il la traitait. Et voilà, c'est encore une fois l'accumulation de rancœur, l'accumulation de frustration, des blessures qui restent. Et il y a toujours un moment, un détonateur. Souvent un mot, une parole, ça peut être un geste, un regard, une attitude qui peuvent suffire à faire basculer. On parlait du papy qui a défoncé la tête de sa femme, mais c'est souvent un mot... Parce que tu dis ça parce que toi, après, tu t'entretiens avec ces gens-là, et c'est ces gens-là qui te disent, voilà, en fait, mon cerveau a vrillé au moment de ce mot-là. Et c'est ce qui me fait dire que n'importe qui a une capacité de tuer.
C'est-à-dire que toi et moi, n'importe qui, dans un moment de dépression, de crise, de colère, qui n'a pas eu des pensées agressives vis-à-vis de un prof d'école, etc. Et à un moment, on ne se contrôle plus. Et que si, alors on a notre culture, notre éducation qui peut nous arrêter, mais si en plus il y a de l'alcool ou autre chose, là c'est un cocktail te libère, exactement. Folie. Et pourquoi on a des crimes qui touchent des gens ordinaires, qui ne sont pas des sadiques, qui ne sont pas des gens forcément violents, c'est qu'à un moment, on a tous des sentiments, et notamment l'humiliation, la colère, l'énervement, on la connaît tous, ça. Bien et sûr. que souvent, les histoires conjugales, c'est celles où il y avait les plus grands amours, les gens qui se jurent amour, fidélité, mais c'est les plus grandes haines aussi. Regarde comme les gens sont capables de s'entre-déchirer, de mettre des bombes dans leur voiture pour des histoires familiales. Ils n'auraient peut-être pas fait ça avec un tiers, un étranger, mais avec un membre de leur famille, c'est... Voilà. Regarde le fils qui a tué son père, ses frères. Ouais. Souvent, les plus grandes haines sont des haines familiales, des haines conjugales, des haines familiales. Et en fait, on tue ceux qui sont près de soi. C'est pour ça que du coup, tu dis que 80-90% des meurtres, en tout cas conjugaux, en tout cas, ça se passe souvent, même quand il y a un viol, un meurtre avec un enfant, tout ça, souvent, c'est le giron quand même familial. Oui, c'est ce qu'on appelle les crimes de proximité. Une grande partie des meurtres sont commis par des gens qui le font dans leur famille. C'est la plupart des crimes, tous ceux qu'on évoque ensemble, regarde en dehors de cette jeune fille qui a été assassinée et tuée par un rôdeur, un type de passage. Tout le reste, beaucoup d'affaires touchent en fait la vie courante, la vie quotidienne. Je dis toujours que le meurtre, c'est un acte extraordinaire, c'est un acte anormal, extraordinaire, commis par des gens ordinaires. Ouais. Je mets de côté trois figures qui, elles, ne sont pas ordinaires. C'est le tueur en série. Bon, eux, ils tuent de façon répétée. Okay. Le tueur à gages, ceux qui tuent en les règlements de compte, qui tuent pour de l'argent. Et le tueur terroriste. Voilà. Où ni toi ni moi ne seront ça. Tandis que tuer un jour dans son milieu, je raconte aussi dans mon bouquin un universitaire, un scientifique qui tue sa femme à coups de pistolet sous les yeux de leur fils, elle-même scientifique, un monsieur qui était une sommité locale, un type intelligent, brillant. Et tu vois, il tue froidement. Sa femme, elle vient poser son fils, ou elle vient le récupérer. Ouais. Et lui, avant de monter dans la voiture, il tend devant son fils, il tend le pistolet, il lui tire une balle en pleine tête. Séparation qui se passe mal, et le type accumule une haine, encore une fois, contre son conjoint. Et je te dis, les plus grands amours deviennent les plus grandes haines. En fait, je te dis, on a tous des comportements naturels, et qui fait qu'à un moment, il est très compliqué de réfréner ses pulsions. Tu vois. Ça devient difficile de dire... on a tous à un moment même des mots malheureux, on regrette, on a été insultant, on a été injurieux, et après on se dit j'ai été excessif. Donc souvent c'est des mots, bien sûr, mais les mots peuvent devenir des actes. Et ceux qui n'ont pas les mots, c'est d'autant plus facile pour eux à agir. Toi tu peux discuter, tu as une altercation avec un automobiliste, tu vas essayer de discuter. Bon, si tu tombes sur un type qui est excité, énervé, qui ne sait pas verbaliser, pour peu qu'il ait un couteau ou une barre de fer, voilà, c'est bon, c'est ce que disaient les psychiatres, c'est un peu le substitut à la parole, l'acte, la violence. C'est qu'à un moment, tu ne trouves pas les mots. Que tu n'as comme pas dans les bagarres, ils ne trouvent pas les mots. Que tu n'as pas sur le plan culturel pour apaiser. Et ça a tout de suite les insultes, le ci, le ça, et les blessures psychologiques. Et quand tu humilies quelqu'un, c'est dangereux. Parce que d'un coup, ça suscite des réactions. Et en plus, si tu as un témoin, un tiers, moi j'ai eu des altercations mortelles à Marseille pour une histoire de passage et tout. S'il y a une copine dans la voiture, le type, il se fait apostropher par le piéton, il descend. Qu'est-ce que t'as ? Alors qu'il n'y aurait pas la fille, peut-être ça se discuterait. Mais on montre qu'on est... qu'on est un homme, qu'on est viril. Et c'est pour ça que la très grande majorité des crimes de sang sont commis par des hommes. Parce que les hommes, c'est la testostérone, c'est l'impulsion, la pulsion. Les femmes, elles sont plus raisonnables, raisonnées, même si elles tuent ou elles font tuer. J'en parle. Mais elles tuent beaucoup mieux. Elles tuent, ou elles savent faire tuer, ou elles arrivent à tuer. J'en ai eu en même temps à Lyon, quand j'étais juge d'instruction, j'ai instruit 4 dossiers en même temps de femmes meurtrières.
dont celle dont on parlait, qui avait tué son copain avec son frère, une qui vivait avec son père. C'était la femme de son père. Elle avait 24 ans. Ah oui, qui l'emmenait autour du lac, là. Ah non, c'est encore autre chose. Ah. Non, une dont le mari l'emmenait gambader, faire des folies sexuelles, il l'humiliait dans les prés, elle en a eu marre. Et enfin, une fille de 24 ans qui vivait avec son père, qui s'en servait comme d'une femme. Ah, mais qui était plâtrier. Voilà. Jusqu'au jour où il y a une dispute, elle l'a poignardée. Oui, effectivement. Ouais. Il la traitait, c'était son employée, cette femme. Ouais. Je me souviens, c'est une grande blonde, oui. costaud, physiquement important. Et elle couchait avec son père, il lui avait imposé ça, mais finalement elle continuait à vivre comme ça, et jusqu'au jour où elle en a eu marre. Donc j'ai eu 4 affaires en même temps, toutes différentes, de femmes qui n'avaient jamais fait parler d'elles, hein. Elles n'étaient pas connues de la justice, mais qui sont parties en... Voilà, Aujourd'hui, on dit qu'il y a moins de 10% de femmes incarcérées pour des meurtres. Ah oui, c'est même un chiffre même plus bas. Même plus bas. Le nombre de femmes qui sont détenues, ça doit être quelques centaines, alors qu'il y a des milliers d'hommes. Ah ouais. Les femmes, elles sont incarcérées pour des... Alors, il y a Monique Olivier, il y a celle qui a tué la petite Lola, là, à Paris. Puis, il y en a qui sont là pour des infanticides, des meurtres de nouveau-nés. Mais finalement... et puis, des crimes conjugaux, la plupart. Attends. Quand tu me parles de meurtre de nouveau-né... À la naissance. Pourquoi il le tue là? Pourquoi il tue leur enfant? Ah bah, ça peut être le déni de grossesse, tu sais. Ouais, déni de grossesse, ok. Ça peut être parce qu'on ne veut pas élever l'enfant. Il y a 1000 raisons, j'en ai connu. Je me souviens, je crois que, je ne sais plus où c'était, on avait retrouvé un fœtus, un nouveau-né, qui venait naître dans les poubelles de l'immeuble. En fait, la femme avait accouché. Elle avait jeté le fœtus dans le vide-ordure. Oh là là. Ah, celui qui descendait là dans le... Ouais. Oh là 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 là. Et on avait donc retrouvé le fœtus et on a pu remonter jusqu'à cette femme qui voulait se débarrasser du gamin. Tu vois, elle n'avait pas avorté. Et oui, tu trouves tout... J'ai vécu, si tu veux, toutes les facettes de la misère. Alors, pas toujours de gens qui étaient pauvres matériellement, mais qui à un moment se pensent étranglés. Ils n'ont pas de solution autre que de tuer, que de... alors, à la naissance... Et puis ça peut être le crime conjugal, la femme qui en a marre de son mari, qui le violente. Celle qui s'était fait mettre dans une valise là. Il l'avait coupée. C'était quoi cette histoire? Oui, ça c'est sur le bas-port de Marseille. On a retrouvé le cadavre d'une femme dans une valise, qui est le cadavre putréfié. Donc on pense que ça faisait déjà un moment que la valise était là. C'est un jour où les employés municipaux défrichaient un fossé près du port de Marseille. Et on a retrouvé cette valise qui avait dû être jetée là bien avant. Et une femme avait été tuée, et démembré dans la valise. Et il y avait tout dans la valise? Ouais, c'est ça. Donc, je crois que l'affaire a été résolue 10 ans plus tard, qu'on a pu identifier la femme. Et il semblerait mais je n'ai pas suivi de près, que l'auteur ait été identifié. Il s'était débarrassé de la valise. Et on s'est dit, c'est peut-être quelqu'un qui allait prendre le bateau à Marseille. Déjà, ce qui est compliqué quand on retrouve un cadavre, ou des ossements, c'est d'identifier qui est la personne. Ouais. Aujourd'hui, grâce à l'ADN, on peut, mais si la personne n'est pas connue, l'ADN, il ne parlera pas, si tu veux. Non, c'est clair. Donc, identifier, voir s'il y a de quoi, voir avec les personnes recherchées, les personnes disparues, si ça ne correspond pas. Mais tu peux avoir une personne qui vient de l'étranger, qui est morte. Donc, on a des cadavres qu'on ne peut pas identifier. On a des restes humains, des ossements, on ne sait pas qui c'est. Et ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est de savoir de quoi la personne est morte. Ah ouais. Si elle a été tuée là dans la valise, forcément qu'on l'a tuée. Oui, là, je pense qu'il y en a qui s'occupent d'elle. Donc, si c'est une personne tuée, comment est-elle tuée et puis qui est l'auteur? J'ai eu une affaire comme ça dans les Monts d'Or à Lyon. Ah oui. On avait retrouvé un squelette, un type dans une fosse qui avait un projectile dans la tête, donc il avait été manifestement tué. C'était pas un suicide. Et on a mis du temps à l'identifier. En fait, c'était un petit délinquant, un petit proxénète qui avait été abattu. Et je ne crois pas qu'on ait retrouvé les auteurs. On a pu identifier la victime, c'est plus qu'un squelette. Ah ouais. Parce que je crois on avait retrouvé avec les vêtements, on avait retrouvé une montre avec un bracelet. On a pu identifier ce cadavre. Avec son bracelet. Grâce au bracelet montre, je crois. Délire. Et on a pu mettre un nom sur le corps, sur le squelette, mais on n'a pas retrouvé les auteurs.
Ah ouais, parce que, C'est d'où l'intérêt de faire disparaître un cadavre. voilà. Si tu veux te débarrasser de quelqu'un que tu as tué, déjà, il faut le tuer. Bon. Ouais. Et après, transporter le corps et faire disparaître. Et c'est pas si simple. Ah ouais. Si tu tues quelqu'un, ça se passe en pleine ville, tu vois, déjà, transporter un corps, mettre dans la voiture. Si tu tues quelqu'un à la campagne, c'est plus facile. Bah ouais. Puis tu peux enterrer peut-être plus près. Voilà. Et, mais la tentation de beaucoup de meurtriers, surtout des prédateurs et d'autres, c'est justement de faire disparaître le corps. Et c'est ce qu'a fait Nordal Lelandais. Bon, il a été heureusement confondu, mais il y a Mais eu plein. Nordal Lelandais, je croyais qu'ils ont retrouvé le corps qui était à peu près à même sur le sol, non? Oui, bah, on a retrouvé des restes humains du caporal, c'est le premier qui l'a tué. Et Ah oui. quelques mois plus tard, la petite Maëlys. Mais elle n'était pas enterrée, la petite Il Maïs. l'avait posé. Et c'est lui qui a amené les gendarmes jusqu'au lieu. Sur Parce place. que personne ou peut-être qu'un jour, on aurait retrouvé un os, un promeneur. Parce que ce qui se passe, c'est que quand les corps ne sont pas enterrés, avec les intempéries, ça peut bouger. Et puis les animaux sauvages, ils vont disperser. Ah ouais. Tu vois. Et tu peux retrouver que le crâne ou un os qui est peut-être loin du lieu où la personne a été tuée, pas forcément même tuée, où la personne a été déposée. Ouais. Quand tu tues quelqu'un dans un appartement, on retrouve le corps dans un appartement, c'est bien, parce que le lieu où tu retrouves la personne, c'est le lieu où elle a été tuée. Voilà. Tandis que quand tu retrouves un corps dans la nature, dans un lac, dans une rivière, c'est souvent le lieu où la personne a été jetée, mais pas forcément l'endroit où elle a été tuée. Donc tu comprends tout de suite qu'au niveau des indices, des traces, c'est beaucoup plus compliqué quand il faut essayer de les retrouver dans un lieu où le corps a été jeté que si c'est dans un appartement ou une maison, là où le crime s'est produit. C'est sûr. Et c'est pour ça que la tentation de beaucoup de criminels, c'est de se faire disparaître le corps, de transporter. Ouais, mais le plus mettre tu transportes, en tu mets dans la morceaux. voiture, ouais, le problème c'est que tu laisses de l'ADN, quoi. C'est ça qui est relou, quoi. Le fameux japonais cannibale, c'est une vieille affaire à Paris d'un étudiant japonais, un petit bonhomme, qui était un peu amoureux d'une jeune étudiante hollandaise. Il l'invite chez lui un soir et il la tue d'un coup de carabine. Il la coupe en morceaux. Il mange des morceaux de son corps. Ah ouais, mais il fait cuire? Ouais, on avait des photos. Il a tranché les morceaux de son corps qu'il a mis au frigo. Ah il ouais. en a bouffé des morceaux. On a pour ça qu'on parlait du japonais cannibale. C'est l'affaire Sagawa. Et à un moment, il se débarrasse du corps, il reste dans une valise. Et il jette la valise. Et en fait, on remonte jusqu'à lui très vite. Il n'a pas pris beaucoup de précautions. Et il a reconnu les faits. Il a été déclaré irresponsable, fou. Ah oui. Il a fait un peu de prison. Enfin, il a été mis en hôpital psy, envoyé au Japon, où il a été remis en liberté. Et il a paradé, ce gars-là, en vantant un peu ses mérites. Ah oui, et depuis, je crois qu'il est mort maintenant. Mais l'affaire du japonais cannibale, c'est une affaire incroyable de meurtre sauvage avec cannibalisme. c'est fou. Un drôle de truc, quoi. Ah ouais, comme quoi il y en a qui... Ah ben, malheureusement, Ah ouais, et tout est possible. Et alors, on fait une petite aparté, je voulais savoir, toi, ton avis, ton ressenti, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les peines de prison qui sont mises en place, que toi, tu as pu en tout cas voir, est-ce que tu penses que elles sont plus importantes, moins importantes, elles sont plus fermes, moins fermes qu'avant? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, en ce moment, il y a 85 000 détenus donc, en prison. Il n'y a jamais eu autant de gens en prison, donc ce n'est pas forcément le signe d'une indulgence de la justice, la preuve. Ouais. Je pense que la société évolue. Ce qu'elle tolère à une période, elle ne l'accepte plus, ou inversement. Aujourd'hui, on est plus sévère en matière de violence conjugale. Les crimes conjugaux sont plus sévèrement punis que dans le passé. Il y a toujours eu des exceptions. Il y a des formes de délinquance qui ont disparu. Par exemple, il y a une époque, les cours d'assises jugeaient des hold-up, des braquages. Il n'y en a plus aujourd'hui. Et les peines pouvaient être assez sévères. Aujourd'hui, on est sévère vis-à-vis des histoires de viol, d'inceste. Ouais. Ce n'était pas toujours le cas dans le passé. Dans le passé, le passé ancien, les atteintes aux biens étaient plus punies que les atteintes aux personnes. Pourquoi ? Parce que la société était plus rurale et tout ce qui était vol était moins bien perçu que finalement des bagarres, des morts, etc. Les viols, il n'y en avait pas. Le type, le paysan qui violait sa bonne ou dans la ville. Elle n'allait jamais en parler. Non, voilà, tout ça était caché, méconnu. C'était elle la fautive. C'était engrossée par son maître, etc. Enfin, voilà, il y a des formes de criminalité qui ont changé et donc les sanctions, la répression est différente aussi, évidemment.
faut pas oublier une chose, c'est que jusqu'en 1981, il y avait la peine de mort. Ah oui. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et tous nos tueurs en série, là qu'on a, les Fourniret, les Guy Georges, les Francis Holm, on peut penser que s'ils avaient été jugés avant 80, ils auraient été condamnés à mort. Un certain nombre d'entre eux auraient été exécutés. Donc tu vois. Moi pour ma part personnelle, je pense que la peine de mort, c'est sûr que ça aurait bien servi pour ces gens-là. Mais aujourd'hui, il y en a plus. Bien sûr. On a pas mal de tueurs en série en prison. Encore une fois, s'ils avaient été jugés avant 1980, vraisemblablement, un certain nombre auraient été condamnés à mort et exécutés. Donc la société, elle change, si tu veux. À l'inverse, tu as des périodes où, par exemple, tout ce qui était pédophilie, ou dans les années 70, tu sais, on parlait de la libération sexuelle de l'enfant. C'était moins puni là quand même. Tu avais des intellectuels qui prônaient même la pédophilie en disant c'est la liberté de l'enfant. Bon, aujourd'hui... il y avait d'ailleurs un journaliste ou un écrivain... Oui, aujourd'hui c'est l'inverse. Autre sujet, les chauffards, les accidents de la route. Ouais. En 1973, je crois qu'il y a quelque chose comme 17 000 morts sur les routes. T'imagines ? 17 000 morts. Il n'y avait pas la ceinture de sécurité, il y avait les 3 voies, pas de permis à point, 17 000 morts. Et quand il y avait un chauffard qui tuait en bourré quelqu'un, il se prenait 6 mois avec sursis ou 1 an. Aujourd'hui, c'est des années de prison. Un chauffard, il encourt des grosses peines. Alors que ce n'était pas le cas il y a 40 ans. Tu vois, il y a des phénomènes qui ont pris de l'ampleur où le regard de la société, il a changé. Il est sans doute plus sévère dans certains domaines que dans le passé, ou moins sévère dans d'autres. Tu vois, c'est très... au Moyen-Âge, même après, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, quand tu volais, tu mettais le feu à une meule de foin, c'était un crime. La campagne, tu vois. Quand tu volais dans une église, c'était une infraction grave. Tu volais des objets dans une église, c'était grave. Tu vois, il y avait une intolérance. Qui sont dépénalisés et d'autres qui sont... Il y a des gens qui se sont retrouvés au bagne à Cayenne parce qu'ils avaient commis 2-3 vols de suite. Ils étaient des multirécidivistes, mais pour des petits délits. Parce qu'à l'époque, le bagne, c'était à Cayenne. Donc, ils prenaient l'avion, ils allaient là-bas directement. Pas l'avion, c'était le bateau. Ah ouais, d'accord. Oui, à l'époque. C'était le bateau, des traversées terribles. À l'époque, il y a le film Papillon avec Steve McQueen, qui est un film, et Dustin Hoffman, qui est un film formidable. Il y a, tu vois, le regard, et notamment les délinquants pauvres qui répétaient leurs petits délits étaient considérés comme des multirécidivistes et qu'il fallait les déporter, les éloigner. Je peux te dire un truc, j'ai eu un arrière grand-oncle qui est mort dans les années 1850 à Cayenne. Il habitait dans la région, en Haute-Savoie, et j'ai consulté le jugement. Il avait été condamné pour le vol d'un sac de vieilles chaussures. C'est écrit dans le jugement, mais ça devait être son 2e ou 3e vol. Et il a été relégué, on appelait ça les relégations. Il a été envoyé au bagne pour des petits délits qui aujourd'hui ne vaudraient pas grand-chose, et il est mort là-bas. Putain. Tu vois, et comme quoi, les époques, et tu sais, rien ne dit qu'en 2080, on soit aussi sévère qu'aujourd'hui dans certains domaines, ou peut-être qu'on le sera plus dans certains domaines. Personne ne peut savoir comment la société évoluera, qu'est-ce qu'elle acceptera, qu'est-ce qu'elle n'acceptera pas. Comme aujourd'hui, tu as des pays ou des sociétés qui sont plus tolérantes sur des formes de délinquance que d'autres. Tu vas les féminicides dans certains pays d'Amérique du Sud, même en Russie, je peux te dire, il y en a quelques-uns, je ne suis pas certain qu'on mène des actions. Enquête, si, on le fait, mais pas avec la même énergie que chez nous. Enfin bref, tu sais, tout ça, il faut de temps en temps se comparer aux autres, remonter dans l'histoire pour voir comment les choses, ces crimes étaient traités. Et ça donne une idée du fonctionnement de la société, si tu veux. Un marginal, un mendiant, un vagabond, c'était quelqu'un qui commettait des délits qu'on pouvait mettre en prison à une époque. Aujourd'hui, c'est plus le cas. L'avortement a été un délit aussi, etc. Enfin, tu vois, tu as eu des choses. L'homosexualité était punie. En France, l'homosexualité était punie. Ouais, jusque sur les mineurs jusqu'en 1981. C'est Badinter qui a... Dans l'homosexualité sur les mineurs ? Qui a dépénalisé l'homosexualité. Quand un mineur de plus de 15 ans avait des relations homosexuelles avec un majeur, c'était une infraction pénale.
je te parle de relations consenties, hein, pas de viol. J'ai compris. Pour D'accord. homosexualité. Homosexualité, L'homosexualité était punie. C'était puni, ouais. C'est Badinter qui a dépénalisé ça. D'accord. Mais voilà, et peut-être qu'un jour, l'usage de shit, de drogue, sera peut-être dépénalisé. Personne ne peut le dire, on ne sait pas. Hein. Comme quoi. Je crois qu'il y a le fils de Sarkozy là qui a demandé à ce que ça soit légalisé. Légalisé. Alors qu'est-ce qu'on légalise? Les drogues douces, les drogues dures Ouais, c'est un peu. Mais rien ne dit qu'un jour, un gouvernement, mais dans peut-être 10, 20, 30, 40 ou moins. Regarde le tabac. À une époque, tout le monde fumait dans les boîtes, dans les bars, et tout le monde trouvait ça normal. Le jour où on a d'ailleurs interdit ça, beaucoup disaient mais c'est la fin des bars, tout le monde sera au chômage. Ben, on voit que c'est pas le cas. Au contraire, ça a dû sauver des vies. Hein. Ouais, c'est sûr. Les employés qui toute la journée étaient dans un bureau de tabac, dans un café, bonjour. Et peut-être qu'un jour le tabac ce sera considéré comme un délit. On ne sait pas. Peut-être, ouais, bien sûr. On sait pas de. Donc ça ne sert à rien de faire des pronostics. On ne sait pas. Ouais. Voilà, et moi je conseille beaucoup aux jeunes, ceux qui notamment nous écoutent, qui, si un jour ils hésitent, ils fassent des études, et s'ils veulent être juges, procureurs, ils feront un super métier, quoi. Un métier vivant, de rencontre avec les autres, difficile parce qu'on voit des choses terribles, mais on apprend beaucoup sur l'être humain, tu sais, sur la nature humaine, dans ce qu'elle a de terrible, mais ce qu'elle peut avoir aussi de riche. Hein. J'ai vu des gens très bien, j'ai vu des jeunes délinquants en prison, j'allais beaucoup rendre visite à des détenus. Bon, il me disait que c'était la dernière fois, mais j'étais un peu dubitatif parce que, mais je voyais qu'ils avaient quand même un potentiel. Ouais. Mais pris dans des circonstances, avec des tentations. Puis après, c'est un cercle vicieux. Certains, je leur avais dit, mais tu devrais te tatouer le mot prison dans la creux de la main. Comme ça, si un jour tu es prêt à faire une connerie, tu ouvres la main, prison, peut-être ça, peut-être me dit. C'était pas cool. Mais beaucoup réagissent à l'instinct, sans trop se poser de questions. Ouais. Et ils vont emmerder après leurs femmes, leur famille, à venir les voir en prison. Enfants, et ils pensent qu'à eux, souvent. Ils pensent au court terme, ils pensent au fric, des fois fait, et c'est quand même idiot, quoi. Il y a des vies et il y a des jeunes, moi j'ai vu, ils auraient pu faire de grands sportifs. Je me souviens d'un jeune, il aurait pu être dans une équipe de foot pro. Il avait du talent et il est parti à faire des braquages et tout. Il n'a pas saisi les opportunités, si tu veux, où le sport, ça suppose de la discipline. Hein. Voilà, j'ai vu des gens qui ont raté leur vie alors qu'ils auraient pu la réussir. Donc c'est un bon métier, on y fait de belles rencontres, on se pose des questions sur soi-même, on apprend à s'endurcir aussi. Tiens, c'est vert. On apprend à s'endurcir. Le temps passe vite. Moi, des fois, je regardais ma montre. Tiens, il est 9h. Je la regardais de nouveau. Il est déjà 2h de l'après-midi, quoi. Enfin, c'est le temps. Quand tu vas sur des scènes de crime, sur des événements, des catastrophes, des accidents, tu es au cœur de l'action. Bien sûr. Et moi, je conseille beaucoup à des jeunes étudiants qui hésitent, sachant que maintenant, beaucoup de jeunes magistrats sont des femmes. D'y aller dans ce métier, ils apprendront énormément, ils verront, ils s'enrichiront. Ils verront toutes ces bonnes choses. Tout métier a ses avantages et ses inconvénients. Hein. Oui, c'est sûr. Mais par contre, quand tu es substitut, tu peux être de permanence le week-end et la nuit. Hein. On peut à 3h du mat t'appeler. Oui, parce qu'il y a. Et dimanche. Il n'y a pas d'heure pour faire un meurtre. Exactement. Et souvent le week-end, il se passe des choses. Hein. Les gens sont plus tranquilles, il y a un peu plus de. Exactement. De spritz. C'est pas les heures. Les heures de travail. Les jours ouvrables, non, pas du tout. Mais c'est ce qui est sympa. Oui. Écoute, merci Jacques en tout cas d'avoir pris du temps, de m'avoir accordé cette interview. Car c'était un plaisir. C'était vraiment cool. Pour les personnes qui souhaitent du coup lire le livre, donc du coup sur les chemins du crime, aux éditions Mareuil, qui peuvent commander sur Amazon. C'est un très bon bouquin. Qu'on peut lire par la fin, on peut picorer un chapitre par-ci, par-ça. Il y a d'autres livres que tu as fait déjà. J'en ai fait un sur les cold cases qui peuvent intéresser, qui est intéressant, puis d'autres aussi. Et puis, en tout cas, merci François, c'était bien sympa. Merci à toi Jacques. Et puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Jacques. Salut François. Je te souhaite une bonne journée en tout cas. Et merci. Je te pose immédiatement. Ok. Merci à toi, à bientôt. Salut.